m'intéresse beaucoup de points de vue. Je suis professeure à la Sorbonne. Je vais vous parler ici des concepts fondateurs de l'intelligence artificielle, un peu de robotique, puisque je travaille aussi sur la robotique sociale, et évidemment les questionnements autour de l'éducation. Donc j'ai écrit beaucoup de livres à destinée du grand public, parce qu'il me semblait qu'il y avait des fantasmes trop forts et une réalité qui n'avait rien à voir avec les fantasmes que l'on faisait sur la conscience de ces machines ou une super intelligence que prônent certains. Je suis impliquée donc à la fois dans l'enseignement et dans la recherche au CNRS. Je suis spécialiste des interactions affectives humain-machine, je vais vous expliquer un peu tout ça. Je suis impliquée aussi dans des comités d'éthique comme le CNPEN, qui est la version numérique du CCNE que tout le monde doit connaître maintenant, qui travaille sur la bioéthique. Nous, on travaille sur l'éthique du numérique. Et je suis aussi impliquée dans des instances internationales comme le GPAI, Global Partnership on AI, le partenariat mondial, 25 démocraties qui discutent sur des grands sujets comme le futur du travail ou comme les règles qu'on devrait mettre pour gouverner mieux l'IA. Et puis, dernièrement, on m'a demandé de m'impliquer sur la normalisation. Donc l'AFNOR est venu me chercher pour que je travaille sur la manipulation des machines et comment on pourrait pousser les industriels à mettre des garde-fous, si vous voulez, lorsqu'ils construisent des systèmes d'intelligence artificielle qui sont susceptibles de nous influencer et donc on ne voit pas bien en fait comment tout cela marche. Qu'est-ce qu'on pourrait amener à faire? Et donc je suis responsable maintenant d'un groupe qui s'appelle Foundational and Societal Impact of AI, donc au niveau européen, qui est en cours d'élaboration de normes et qui sous-tendrait la régulation qui va être faite par l'Europe, le AI Act, qui pourrait permettre en fait à des industriels de continuer à construire des systèmes, mais en ayant conscience des risques et en trouvant comment on peut monitorer, mesurer un certain nombre de risques éthiques. L'intelligence artificielle, pour en reprendre la définition, c'est un ensemble de théories, d'algorithmes et de logiciels qui ont pour objectif de simuler des capacités cognitives de l'homme, de l'humain, la perception, l'aide à la décision, le raisonnement artificiel et la génération de langage ou d'action. J'ai mis ce dessin à côté pour essayer de vous faire comprendre qu'on parle de numérique, ce serait la grande boule qui fait tout le cadre, c'est-à-dire tout ce que je mets sur digital, sur lequel je peux travailler, qui va rejoindre un grand nombre de systèmes que vous connaissez déjà. L'intelligence artificielle qui est un sous-domaine du numérique. Le machine learning, l'apprentissage des machines qui est un sous-domaine de l'intelligence artificielle. Le deep learning qui est un sous-domaine du machine learning. Quand je parle de tous ces mots, ils s'encastrent, vous voyez, donc il ne faut pas dire c'est l'un contre l'autre, ils sont souvent la même chose, mais à un degré différent, à un niveau différent. Okay. Pour revenir en fait sur l'histoire de l'IA, donc les parents de l'IA, John McCarthy, Marvin Minsky ou Alan Turing, ont commencé dans les années 50 à rêver d'une machine qui pourrait penser comme un humain et avoir une sorte de conscience. Bon. À partir de théories qu'ils ont élaborées, à partir de premiers tests, ils avancent sur ces sujets. Ça n'avance pas énormément, donc on a un premier hiver de l'IA qui est dans les années 70. C'est-à-dire qu'on a eu des ambitions énormes et on se rend compte dans le milieu scientifique que c'est pas possible d'arriver à faire des systèmes intelligents, autonomes. Il y a une première vague qui va commencer à marcher, ce sont les systèmes experts. Qu'est-ce qu'un système expert? C'est là l'humain qui crée des règles d'experts, et en fait la machine ne fait qu'enchaîner ces règles. C'est très déterministe, elle va enchaîner les règles possibles avec des seuils qui sont donnés. Alors on va voir comme ça des automatismes qui sont créés. Quand je parle de robots qui peignent des voitures, ils suivent des règles qui s'enchaînent avec des seuils, mais ça n'a rien de intelligent au sens intelligence artificielle. La deuxième vague, c'est l'apprentissage machine. Je crois que la plus grande découverte que l'on fait sur ces modélisations, c'est l'apprentissage machine. Alors on voit bien tout l'intérêt que nous avons à comprendre comment un enfant apprend. Et bien là, c'était comment on peut faire du mimétisme par rapport à la façon dont on apprend et la façon dont notre cerveau va représenter des informations sur machine. Vous voyez, donc la tâche était aussi énorme. Alors,
On va aussi balbutier, et je vais vous montrer quelques diapos après pour vous montrer un peu ce qu'on faisait. Mais en gros, il y a une date qui est importante à comprendre, c'est 85-86. C'est l'arrivée d'un algorithme qui s'appelle l'algorithme de rétropropagation du gradient, qui va être la façon de pouvoir apprendre à un système de réseau de neurones des informations de façon artificielle. Et c'est ça que je vais vous montrer dans la slide après, mais je vais juste vous donner un peu une méta-idée des différentes étapes. Ensuite, il y a à nouveau un hiver, et ça correspond, moi j'ai passé ma thèse en 92, avec ces apprentissages machines qui étaient très performants, très nouveaux, mais qui prenaient un temps calcul monumental. Donc j'avais des réseaux que je lançais pour faire de la reconnaissance de la parole, traduire un signal en son, voilà, et ça prenait 1 mois sur une machine avec pas tant de données que ça. Donc on n'arrivait pas à créer cet apprentissage avec un temps de calcul dont qu'on aurait voulu avoir, et donc on utilisait peu de données. Ça engendre le deuxième hiver, on ne sait pas comment faire. Donc entre 1995 et 2005, c'est assez mort. Moi je change d'orientation aussi dans mes recherches. Les recherches sur les réseaux de neurones vont revenir dans les années 2010 avec ce qu'on appelle le deep learning. Je vais essayer aussi de vous expliquer ce que c'est, les concepts. AlphaGo, c'est la première fois que le grand public entend parler en fait de l'IA qui gagne contre des champions de Go. Okay, donc là aussi c'est une date importante. Les gammes que nous sommes en train de jouer maintenant sont assez fulgurantes. On parle à l'heure actuelle de transformers, vous verrez c'est du deep learning mais encore plus sophistiqué. On peut apprendre à adapter un contexte. L'idée c'est d'apprendre un certain sens commun. Et la dernière vague, qui à mon avis commence quand même à éclore un peu partout, c'est l'idée qu'il faut parler d'éthique et de régulation, de normalisation autour de ces sujets d'intelligence artificielle qui peuvent nous apporter énormément de performances sur certaines tâches, mais qui en même temps ne doivent pas rester autant invisibles, complexes. Il faut arriver, si vous voulez, à les rendre plus transparentes, à avoir confiance en fait dans ces systèmes pour les utiliser au mieux. Et il est à mon avis important de comprendre que évitons les deux extrêmes, l'anxiété ou la fascination, mais essayons de se comporter sur un équilibre qui est celui de comprendre bien les concepts qu'on manipule pour les utiliser au mieux pour l'éducation, pour la santé, pour le transport et pour en fait un énorme champ d'application qui serait probablement très utile pour la société. Le fondamentaux dont je parlais, c'est comprendre que tous ces systèmes à base de réseaux de neurones utilisent une modélisation simple, très simplifiée, du neurone de notre cerveau. Le neurone formel, qui a été proposé par McCulloch and Pitts en 1943, et cet automate à seuil qu'on voit sous le neurone. Comment marche l'activation dans le cerveau? Comment propage-t-on l'activation? Il y a une activité qui arrive par les dendrites, qui est sommée au niveau du noyau. Et puis ensuite, il y a une autre fonction qui va permettre ou pas de propager l'activation le long de l'axone, qui est ce grand fil bleu, que vous voyez là, à gauche. Et au bout, il y a à nouveau des forêts, d'espèces de branches avec des boutons synaptiques. Les boutons synaptiques, c'est le lien avec un autre dendrite et une autre cellule. Donc la propagation dans la cellule se fait par des mécanismes qui sont électriques et chimiques. Et on a donc une autre théorie qui est très intéressante, qui date des années 50 également, qui est l'idée d'apprentissage. Comment on apprend dans le cerveau? Eh bien parce qu'il y a une plasticité cérébrale, c'est-à-dire qu'on change les connexions entre les neurones en fonction de stimuli. Et l'apprentissage, c'est en fait cette partie d'augmentation, d'inhibition, de lien entre des cellules. En mathématiques, on a trouvé des formules pour simuler cela, et encore une fois, d'une façon extrêmement simplifiée. Dans mon cerveau, j'ai une centaine, voire plus, de différents neurones. Là, je n'utilise qu'une modélisation. Pour certaines parties des cellules de mon neuronal, elles sont en hiérarchie particulière. Par exemple, on parle de colonne corticale, donc une hiérarchie particulière de certains neurones. Ce que l'on ne retrouve pas là, on crée en fait ce qui est à droite, c'est-à-dire en fait des systèmes avec plusieurs couches cachées. C'est les petits ronds, à chaque fois un petit cercle, c'est un neurone. Les traits bleus, ce sont les axones entre deux neurones. Et ce que j'apprends lorsque je fais de l'apprentissage machine, c'est à modifier les poids qui sont sur chacun de ces fils bleus.
Donc ce sont des matrices de réel. Quand j'initialise une machine comme celle-là, je l'initialise à des poids aléatoires, très petits. Puis, supposons que je veuille reconnaître un chat d'un chien. Je vais par exemple montrer une image de chat, propager le long de tous mes neurones par ces sortes d'équations mathématiques. J'arrive à la sortie désirée, output layer, la dernière couche, et je dis si c'était un chien, ça serait 1, 0, si c'était un chat, ça serait 0, 1. Je compare le vecteur que j'obtiens avec ce vecteur en utilisant une mesure assez simple entre les différents paramètres de mes vecteurs, distance euclidienne, pour ceux qui connaissent, ce sont des choses très simples. J'obtiens un scalaire qui correspond à l'erreur. Cette erreur, il faut que je la rétropropage sur tous les fils bleus pour que la prochaine fois que je propage la même image, je sois plus proche du résultat désiré, à savoir prédire plutôt que c'est un chien, si c'était une image de chien que j'avais mis en avant, ou un chat, si c'était une image de chat. Je fais cela un nombre incalculable de fois, en présentant beaucoup d'images différentes, et j'arrive à stabiliser l'apprentissage en ayant baissé, monté les différents poids qui sont contenus sur ces lignes bleues. Donc, si je résume, la fin de mon apprentissage, qu'est-ce qu'est la connaissance d'un système d'apprentissage machine par réseau de neurones qui est le Graal à l'heure actuelle? Ce sont des matrices de réel. Je ne peux pas, dans ces matrices, déceler s'il y a les oreilles du chat, la queue, etc. C'est très compliqué. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Il y a des travaux là-dessus pour essayer de rendre plus explicables ces différentes interprétations qu'a fait la machine. Et elle va plus loin que moi. Pourquoi? Parce qu'elle ne voit pas la même chose que moi. Lorsque je regarde un chien ou un chat, je regarde ses oreilles, sa queue, la grosseur, les poils, tout un tas de choses que la machine ne va pas regarder. Elle va regarder une image avec des pixels et elle est capable de déceler des indices, des co-occurrences d'indices que je ne vois pas, parce que mon œil ne les voit pas, parce qu'ils n'ont pas de sens pour moi. Et donc en fait, la machine regarde sans aucune compréhension de rien. Elle regarde une image et elle met en œuvre des calculs dessus pour essayer de trouver les corrélations de pixels qui pourraient expliquer ce que je veux à la fin. Donc c'est une machine assez complexe, mais finalement pas si difficile que cela à comprendre, et en tout cas à expérimenter. Et tous les étudiants que je forme pour travailler sur un petit projet autour de ces systèmes de réseaux de neurones comprennent fondamentalement qu'il n'y a rien de magique dans tout ça, il n'y a pas de conscience qui émerge, il n'y a pas d'émotion, ce sont des mathématiques et des projections dans différents espaces. Alors certes, on essaie de modéliser des fonctions complexes. Si on me disait, trouvez-moi mathématiquement la formule pour dire c'est un chat ou un chien, pas facile. Donc c'est ça la grande différence avec ce qu'on faisait avant. Les règles d'experts, on était capable d'expliciter, et là, on se pose des questions sur des tâches qui sont extrêmement difficiles à expliciter. Je ne sais pas faire cette fonction. Et donc j'utilise cette machine pour finalement essayer de me proposer une fonction qui transforme le signal d'entrée, la photo du chien et du chat, en une prédiction, c'est plutôt un chat, c'est plutôt un chien. Donc c'est fondamental de comprendre cela. Derrière tout ça, donc moi j'ai fait ma thèse sur des deep learning déjà, puisque qu'est-ce que ça veut dire deep learning? Ça veut dire que dans ce système que je viens de vous montrer, j'ai plusieurs couches cachées. Plus j'aurai de couches cachées, plus c'est deep, plus c'est profond. J'ai commencé à travailler, moi, pour ma thèse, sur des TDNN, c'est-à-dire Time Delay Neural Network. C'était exactement le même principe qu'on a vu avant, mais au lieu de regarder l'image totalement, j'en regardais une partie. Ce qui me permettait de construire un modèle un peu plus générique. Eh bien, par exemple, Yann Lequin, que je pense que vous connaissez sur l'intelligence artificielle, qui est un collègue, avait conçu aux États-Unis un système qui regardait les chiffres manuscrits et qui était capable, avec une meilleure reconnaissance que les humains, ou égale si l'humain était très expert, savait automatiquement lire les codes postaux sur les lettres aux États-Unis. Donc directement, ça a été appliqué par ATT. C'est la première façon de montrer que ce système, il sait faire des choses avec peut-être une capacité meilleure que la nôtre. En attendant, c'est une tâche particulière. Le deep learning actuellement, c'est fulgurant parce que ce sont les mêmes principes, c'est un peu plus complexe, il y a de la récurrence, etc. Mais c'est fondamentalement le pouvoir CPU, le fait qu'on ait d'énormes machines maintenant à disposition et qu'on parallélise. Rappelez-vous ce que j'ai dit. Ce sont des matrices de poids que l'on essaie d'apprendre. Eh bien, les calculs matriciels, on peut les paralléliser. On peut les découper en des sous-matrices et paralléliser les calculs, et donc aller plus vite sur l'obtention d'un résultat. C'est ça, majoritairement, qu'on a augmenté comme capacité, la capacité de calcul, qui a fait qu'on peut prendre des corpus de plus en plus
énorme pour arriver à prouver des solutions qui sont assez impressionnantes. Et il ne faut pas vous laisser impressionner par cela, parce que ça ne veut pas dire que la machine est intelligente, ça veut dire que l'homme qui a créé tout ça est intelligent et qu'il a été capable de faire des machines telles que celle-là. Un transformer, qui est maintenant le Graal, est un réseau de neurones deep learning avec une architecture qui permet d'encoder les formes et de décoder. On l'utilise pour la traduction, ça passe d'une langue à une autre, directement, end-to-end, du début à la fin. Alors c'est très utile pour beaucoup de choses. Le négatif, c'est que c'est une boîte noire, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Mais il ne faut pas, encore une fois, avoir peur de cela, mais il faut s'en méfier. C'est là où il faut absolument qu'on monte en capacité de compréhension de tout ce que font ces systèmes. Ils peuvent être extrêmement utiles pour nous, pour l'éducation, pour énormément de tâches, à condition qu'on ait normalisé, régulé tout ce champ d'action qu'on peut faire avec de l'intelligence artificielle. Si je reprends les transformers pour la génération de la langue, par exemple, eh bien avec un transformer qui marche un peu comme l'agrégation d'énormes corpus de données, faire un espèce de puzzle, c'est-à-dire trouver les entités minimales de tout ça et être capable de générer une phrase nouvelle avec un système comme celui-là. Donc c'est un générateur de nouvelles phrases. Donc on fait des systèmes, par exemple Google a produit quelque chose qui s'appelle Lambda, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette application. Ça a défrayé la chronique il n'y a pas longtemps parce que une des personnes qui travaillait donc sur le test de Lambda a dit il faudrait lui donner des droits, cette machine ressent, cette machine a une conscience, tout ça parce qu'il interagissait avec la machine qui avait la possibilité de répondre effectivement de façon assez proche d'une réponse humaine, voire intelligente. Or, ce n'est pas intelligent. On est à la surface des choses. On a tellement agrégé de documents, de nombre de mots qui sont là, et on a tellement compris comment il fallait représenter les mots dans le système, on les représente en fait par la co-occurrence de mots dans plein de contextes. Donc c'est vraiment au niveau calculatoire absolument génial, et ça donne cette impression, mais ce n'est qu'une impression. Donc c'est nous qui anthropomorphisons ces machines en leur prêtant des caractéristiques qu'elles n'ont pas. Elles ne réfléchissent pas, elles n'abstraient rien, elles font juste que interpréter et faire du computationnel. Donc je vais vous montrer un exemple à partir d'une phrase que moi j'écris. Je peux aussi générer une image artificiellement, automatiquement. Et ça, c'est aussi des transformers. Ça marche sur la vision et le langage extrêmement bien. Donc, je vais vous montrer deux séries d'images et vous allez me dire si à votre avis, celle qui est faite par un humain. C'est pour vous montrer qu'on est à la frontière entre la génération de quelque chose qui serait humain de ce qui ne serait pas humain. Donc, les trois que j'ai testés, c'est DALL-E, Stable Diffusion, Midjourney. Il y a des possibilités de les avoir open source, on peut jouer avec, et c'est intéressant, je pense que pour les enfants, de savoir qu'est-ce que c'est. Donc dans ces trois images, à votre avis, laquelle est plus probablement faite par un humain? Bon allez, rapidement. Le milieu. Il a raison. Pourquoi? Alors, il a dit la couleur. Moi, j'aurais dit c'est l'écriture est vraiment compréhensible. Quand c'est une machine qui recrée des écritures à partir d'images, c'est un peu plus brouillon. Les traits sont plus stylisés. Et puis, dans les autres, il n'y avait pas les pieds d'un côté, les mains n'étaient pas bonnes. Dans celui-là, est-ce qu'il y a un enfant qui a fait un dessin ou est-ce que c'est des machines? Lequel vient de l'enfant? Alors, s'il vous plaît, à droite. Bon, ce sont des experts, hein. Ils ont raison. Les deux autres sont faits par des systèmes. Mais on voit bien qu'on se pose quand même des questions. Et c'est là qu'il faut aller. C'est là qu'il faut comprendre l'ambiguïté. Donc, vous voyez, là, ça dépasse les traits et c'est beaucoup plus... c'est fait par un enfant. Donc, les intelligences. Si je comparais l'intelligence machine et l'intelligence humaine, j'ai pas mis une pomme pour parler d'Apple. J'ai mis une pomme pour dire que la machine n'aura jamais le goût de la pomme. Elle aura toujours que la connaissance encyclopédique de la pomme. Mais elle n'aura pas la connaissance tactile, le goût, la façon dont on croque une pomme, tout ça c'est invisible. Ce sont des intelligences artificielles sans corporité, sans corps. Spinoza nous dit très bien, le conatus, qu'est-ce que c'est? Par exemple, c'est le fait de perdurer dans son être, de vouloir être. Les machines n'ont rien de tout cela. Elles n'ont pas d'intention de perdurer dans leur être. Elles sont juste des machines. Elles vont se rebrancher peut-être en autonomie avec un robot qui est capable d'aller se brancher sur l'électricité, mais c'est tout. Donc elles sont vraiment très différentes de nous.
Et je crois qu'il faut apprendre à ce que ces intelligences artificielles soient meilleures que nous sur certaines tâches, mais qu'en même temps, elles n'aient rien d'humain. Même s'ils utilisent des traces d'humain, ça n'a rien à voir. J'ai eu la chance de rencontrer un jeune Chinois qui avait participé à l'élaboration de AlphaGo chez Google DeepMind. Et lui, il était champion de Go. Et il m'a dit, c'est fulgurant, on a appris à la machine des tas de choses, mais c'est très injuste. On compare finalement une machine qui a demandé une puissance de calcul monumentale, qui a été faite par des milliers d'ingénieurs, à finalement un champion du monde de Go. Donc c'est comme si on comparait un coureur à pied, champion du monde, avec finalement une Jaguar qui sort de l'usine. Donc vous voyez, il faut arrêter de comparer ces systèmes et les humaniser. L'IA faible, c'est ce qu'on fait actuellement. L'IA faible, c'est important de comprendre, ce sont des hiéroglyphes que je décode, mais je pense que vous ne les décodez pas, parce que vous ne savez pas ce que j'avais écrit, peu importe. L'idée, c'était ici de dire, oui, l'IA faible, ce qu'on a vu pour détecter les chiens et les chats, ou faire des images, là, ça se rapproche des performances humaines, voire superhumaines de temps en temps. Mais c'est pas pour ça que c'est l'intelligence humaine. C'est un accès surhumain aux données, des tâches qui exigent peut-être du jugement et de la perception. Ça, on peut commencer à gérer une partie d'ambiguïté, mais pour autant, ce n'est pas humain. Ça nécessite aussi beaucoup de données, un monde raisonnablement bien défini. Tous les jeux, là, c'est formidable pour faire de l'IA. Mais dès que vous mettez, par exemple, un robot ici, ça va être une catastrophe. Il ne saura pas vraiment où aller, parce qu'il ne connaît pas la pièce, il n'a jamais appris comment elle était faite. Donc c'est vraiment très compliqué. On parle souvent du paradoxe de Moravec, c'est-à-dire c'est bien plus simple de faire une machine intelligente sur la traduction, le résumé de texte, tout ce qui est digitalisé, plutôt que de faire un robot capable de venir réparer votre machine à laver, hein, parce qu'il y en a beaucoup des machines à laver, ou votre lavabo. Donc il y a certains métiers qui sont difficiles parce qu'il y a beaucoup de préhension de notre univers 3D qui est très compliqué pour ces machines. Et malgré cela, donc on entend certains experts, les transhumanistes, hein, qui prônent que demain on va s'hybrider avec des machines pour être peut-être immortels, ce qui est une vaste fantaisie manipulatrice, et que la conscience émergera dans le futur dans ce système d'IA, voilà, et qu'elles ressentiront des émotions. Alors sachez qu'il y a des recherches qui vont dans ce sens-là, mais encore une fois, ce sont des humains qui vont mettre des capacités, par exemple des variables de souffrance dans une machine, pour que, eh bien, si vous malmenez votre robot, il se sente dévalorisé et qu'il ait des intentions de revenir vous voir, vous proposer des choses pour remettre à l'équilibre sa variable. Qu'on appellerait chez nous de l'homéostasie. On survit, quand on a faim, on va chercher à manger. Bon, il faut faire attention, on va dans ce sens-là, mais c'est encore une fois pas quelque chose qui émerge de la machine, qui ne fait que calculer. Qu'est-ce qu'un chatbot? Donc ces machines qui nous parlent, ce sont des systèmes qui vont capturer le signal, faire de la reconnaissance de la parole, avec du deep learning aussi bien que les humains, voire mieux. Une analyse sémantique, on ne fait plus. Gestion du dialogue, on est capable de temps en temps, avec Lambda, à partir de la question, de proposer une réponse directement, sans passer du tout par aucune phase linguistique, en abandonnant la notion de phonème, de lexique, de syntaxe, de sémantique. Le premier robot chatbot s'appelait Elisa en 1966, et déjà, Joseph Weizenbaum au MIT, qui le crée, dit on va être capable de mystifier les humains. Il simule son robot à un psychothérapeute rogérien, c'est-à-dire en fait un psychothérapeute qui reprend vos propos, vous les renvoie sous forme de questions-réponses. Et ça a l'air intelligent. Et lorsque cette machine ne sait pas quoi répondre, elle dit « je vous comprends ». Ça a l'air de marcher. Alors, Black Lemoine, lui, avec son transformer qui lui dit, quand je lui demande « et vous, vous croyez en Dieu ?» et le transformer dit « oui, moi, c'est très important de philosopher, machin », voilà, il répond de la même façon qu'on a vu avant, avec des systèmes plus complexes, mais malgré tout, ce sont des machines. D'accord ? Donc, il y a un vrai danger avec ce qu'on appelle ces perroquets stochastiques qui seraient capables de parler comme nous, voire mieux que certains. Ah oui. Et donc Google, qui avait toute une antenne qui travaillait sur l'éthique de ces systèmes, donc s'est permis donc de... Bon, j'en dirai pas plus, mais vous avez peut-être vu ce qui était défrayé la chronique, mais en tout cas, il y a des gens qui n'ont plus de travail chez eux, alors qu'ils travaillaient sur l'éthique de ces systèmes. Donc il y a un sujet commercial derrière. Plus le système de dialogue est physiquement incarné, c'est-à-dire que soit c'est dans mon téléphone, soit c'est dans mon robot, etc., plus je vais le trouver intelligent. Ça, c'est comme ça.
La voix, donc c'est cette nouvelle grande plateforme qu'on va trouver partout, donc ça permet d'améliorer l'expérience du client, d'améliorer l'expérience en éducation, de personnaliser la communication, alors peut-être aider mieux les enfants qui ont des problèmes d'apprentissage, rendre sûrement les mathématiques plus attractives, créer un compagnon virtuel, ça c'est autre chose, pour aider des personnes âgées. J'ai des projets comme cela, où bien entendu je mets en avant tout l'éthique, et croyez-moi, ça peut quand même être utile ce genre de système en EHPAD auprès des plus âgés. Je vais vous montrer donc des conversations. Alors, mon sujet, c'est plutôt les émotions, comment on travaille pour mettre des émotions dans ces systèmes, reconnaître nos émotions. Donc, je vais vous parler un peu de tout ça. Un robot, avant tout, c'est quelque chose qui a des capteurs pour comprendre l'environnement, des processeurs qui analysent tout ce qu'il perçoit pour prendre des décisions et des actionneurs qui font qu'il va bouger dans le monde réel. Mais par contre, ces robots, on peut aussi leur donner des capacités de comprendre nos émotions et de simuler une certaine empathie. Ils détectent que vous êtes anxieux, stressé, et ils vont dire « Ah, moi aussi, je suis stressé pour toi. » Voilà. Bon. Ça, c'est comme avec Elisa, ça a un certain impact sur l'humain. Donc, il va simuler, il va faire de l'humour. Alors, qu'est-ce que c'est que ce grand domaine technologique? J'ai commencé à travailler là-dessus en les années 2000. Au MIT, les premiers travaux que j'avais vus, c'est ceux de Rosalind Picard sur l'affective computing. C'est à la fois 3 grandes technologies: détecter les émotions des humains à partir de la façon dont nous nous comportons, comprendre et raisonner et générer des émotions. Alors, on en construit dans mon laboratoire, non pas des robots, mais des systèmes qui sont capables de nous parler et de détecter les émotions, de renvoyer des réponses, et évidemment, ça réagit différemment suivant les individus. Les capteurs qu'on va aller chercher, c'est soit de la voix, soit sur le visage, détecter les traits du visage, soit des captures de signal physio-bio, qu'on va mettre des petits bracelets, des montres, etc. Et je voulais vous montrer cet exemple qui doit se déclencher normalement, qui est fait aux États-Unis. Thanks for coming in today. I was created to talk to people in a safe and secure environment. I'm not a therapist, but I'm here to learn about people and would love to learn about you. I'll ask a few questions to get us started. And please feel free to tell me anything. Your answers are totally confidential. Are you okay with this? Yes. So, how are you doing today? I'm doing well. That's good. Where are you from originally? I'm from Los Angeles. Oh, I'm from LA myself. Ça, Mais bon, ce que vous avez vu quand même, je ne vais pas aller plus loin dans la vidéo, mais c'est toutes les captures qu'on peut faire, à la fois visuelles, audio, profondeur de champ. Enfin, il y a une foultitude de captures qu'on peut faire qui demain seront autour de nous. Comment on va réguler cela? Comment on prévient les gens de cela? Et évidemment, pour toutes les pathologies dégénératives, les pathologies, les problèmes de langage, les problèmes de dépression et tout ça, ça peut être des outils extrêmement utiles parce qu'on peut mieux doser les médicaments, mieux comprendre les successions des étapes pour quelqu'un. Okay. Donc nous, on travaillait par exemple avec l'hôpital Broca sur des tests réels avec des robots. Le robot négocie pour que la personne boive un verre d'eau et si la personne ne veut pas, le robot s'adapte et il avait adapté sa politique. Donc c'était assez amusant de voir comment les gens réagissaient. Et ils n'étaient pas tout à fait contre ça, c'est pas vrai. Par contre, il y a beaucoup de travail à faire pour que la robotique arrive à un certain niveau, mais je pense que déjà, sur des premiers scénarios, c'est utile. Il faut comprendre aussi qu'il y a un méta-sujet que j'aime bien aborder. 80% des codeurs sont des hommes, 80% de ces systèmes ont des prénoms féminins. C'est le Caire, là, c'est Alexa, Samantha, Sophia. Alors pourquoi? Pourquoi ce sont des assistantes, des infirmières et que les docteurs sont masculins? D'accord? Donc il y a quand même une question à se poser et il est urgent d'impliquer plus de femmes dans l'IA et la robotique. Regardez aussi cet exemple au Japon.
voyez, avec une voix féminine, des propos qui pourraient être à quelqu'un qui est la femme à la maison. On est vraiment dans le stéréotype complet. Okay, donc, il faut quand même se poser des questions sur la féminisation de ces objets. Le concept de nudge sur lequel je travaille en ce moment, qu'est-ce que c'est? C'est le fait qu'on va pouvoir modifier les comportements des gens en leur parlant. Hein. Moi, je travaille beaucoup donc, sur l'oral, vous avez compris, sur les chatbots et les robots sociaux qui nous parlent. Donc, le nudge, c'est une technique qui consiste à inciter les individus à modifier leur comportement sans les contraindre en utilisant leur biais cognitif. Ils manquent de maîtrise, ils sont émotionnels, ils agissent comme le voisin ou ils réfléchissent pas au fait qu'il faut réfléchir. Bref, pour divers biais cognitifs que l'on a tous les jours hein, et que le numérique accélère, c'est-à-dire qu'on doit décider très vite de trucs où on ne se rend pas compte, qu'on ne prend pas le temps en fait de poser vraiment la question, eh bien on va agir comme ça, suivant des directives que l'on ne comprend pas, qui sont totalement invisibles pour nous, et on ne sait pas non plus qu'est-ce que la machine a pris comme effet, comme critère de nos comportements. Alors, la première personne qui a travaillé là-dessus, c'est Richard Thaler, enfin, qui est prix Nobel en tout cas d'économie, c'est pas la seule personne. Daniel Kahneman, qui avait travaillé sur système 1, système 2, sur comment on décide, est-ce qu'on raisonne système 1 ou est-ce qu'on le fait de façon plutôt intuitive, système 2. Eh bien, il disait, on est souvent sur, je crois que c'est l'inverse, c'est système 1 qui est intuitif et système 2 qui est cognitif, mais en tout cas, bon, le système le plus court était celui qu'on adoptait le plus. Donc, les systèmes numériques, les IA, vont utiliser ce genre de système aussi pour vous envoyer plus de publicité, aller dans des sens qui les intéressent commercialement. Donc les principaux enseignements qu'on a, c'est qu'on est capable de, effectivement, modifier, influencer les choix avec des systèmes comme cela. Et donc on travaille sur le nudge, encourager les changements basés sur des préjugés ou ajouter de la friction. Et donc c'est le sujet de ce que j'essaie de faire sur la normalisation, puisqu'un système d'IA qui perçoit votre comportement ou vos émotions peut modifier subtilement l'architecture de choix, par exemple la réponse d'un assistant vocal, afin d'influencer votre décision ou votre action. Et ça, on va le retrouver dans des applications multiples de marketing, de formation, d'éducation, de santé, réseaux sociaux, etc. Et donc, c'est pas forcément que négatif, hein, il y en a partout. Il faut juste les monitorer, je dirais, avoir conscience de ce sujet. Dans santé personnelle, par exemple, Fitbit, tous ces trucs, Duolingo même vous dit « Ah, venez, ça fait longtemps que vous n'avez pas répété. » Donc, ça a un impact fort, hein, ces manipulations. Pour les enfants autistes, Moxie, par exemple, c'est un petit robot qu'on met auprès des enfants. Il crée avec l'enfant, il y a des jeux créatifs, etc. Mais on se rend compte dans la vidéo, je ne vais pas vous la passer là, c'est trop long, mais que le Moxie apprend à partir du faciès de l'enfant, de ses comportements, à modifier ce qu'il va dire. Et il y a un pouvoir de persuasion important, et peut-être que cet enfant va être isolé et va préférer finalement être avec son robot Moxie plutôt qu'à aller parler à ses parents ou ses petits copains. Donc l'anthropomorphisme dont j'ai parlé plusieurs fois, c'est l'attribution de caractéristiques ou de comportements humains à un objet. On l'a vu avec Atlas, là, si vous avez vu cette vidéo où il y a un ingénieur qui pousse un robot par terre, eh bien, tout le monde est en empathie avec ce pauvre robot qui a été poussé par terre. Donc, il faut comprendre qu'on a tendance, c'est vraiment la théorie sur le Media Equation de Reeves et Nass, qui sont des chercheurs à Stanford. On a tendance à répondre à ces machines de la même façon qu'on le fait à des humains, et ce qui est aussi normal. C'est-à-dire qu'on va chercher à être poli, coopératif, on va leur attribuer des caractéristiques de personnalité, voire un sexe. Donc on est assez vulnérable. Hein. Il n'y a pas seulement les personnes âgées, les enfants qui sont vulnérables, je pense qu'on est tous vulnérables face à ces machines parce qu'on ne se rend pas compte qu'elles utilisent nos biais cognitifs pour nous envoyer sur tel ou tel comportement. Et donc c'est urgent que l'Europe se comprenne ce sujet, et c'est le sujet qu'on attaque avec des industriels et des chercheurs européens en tout cas, et dans le monde entier, c'est un sujet qui commence à être important. Ce pouvoir de persuasion et la capacité d'intrusion du nudging amélioré par l'IA, qui détecte comment nous réagissons, peut entraîner des manipulations subliminales dont on ne se rend pas compte, des changements profonds et durables dans le comportement des utilisateurs, tels que l'isolement, la dépendance. Et donc c'est important de comprendre que c'est préjudiciable, hein. Ça peut changer fondamentalement la façon dont on se comporte et c'est absolument important d'en parler. Je voudrais juste souligner pour finir que
Il y a des spécificités de l'éthique du numérique qui sont importantes, donc cette influence, cette fascination, hein, la remise en cause de l'autonomie humaine, comment on fait pour créer du mérite lorsque c'est une machine qui fait le travail, et pourtant il ne faut pas lui donner la responsabilité de son travail. Donc ce sont des sujets importants, la relation sociale et politique avec ces systèmes. Il est évident que le numérique peut contribuer énormément à des objectifs comme le développement durable, comme l'éducation, comme la santé. Et donc, il ne serait pas éthique de ne pas les utiliser, vraiment. Il y a par contre une asymétrie de savoir et de pouvoir. Hein. On ne sait pas quand est-ce qu'on collecte des données, est-ce qu'on est manipulé. On dit le consentement, mais même le consentement, vous ne savez pas à quoi vous consentez lorsque vous consentez. Donc, il y a un vrai sujet. Et puis, moi, je parle beaucoup de coévolution humain-machine. Ces machines nous traquent et vont modifier leur comportement en fonction de nous. Ben, nous aussi, on va s'adapter. On le sait très bien déjà. On a vu les zones de la mémoire qui sont plus réduites pour, par exemple, des conducteurs de taxi qui n'avaient plus à se préoccuper de où ils allaient, qui suivaient Waze, par exemple. Donc, il y a des conséquences sociétales fortes de changement du rapport au monde, sur la connaissance. Par rapport aux émotions, on a parlé des émotions tout à l'heure, l'enfant se construit dans les premières années de sa vie, construit son univers émotionnel très fortement. Bien entendu, on va continuer toute sa vie à s'adapter, on apprend sans arrêt, hein, en continu, mais c'est vrai que dans l'enfance, dans les premières années, jusqu'à 6 ans, 7 ans, on apprend les émotions, à réguler ses émotions primaires, on apprend ce que c'est que les émotions sociales, le mépris, la honte, toutes ces choses-là s'installent, et ce serait dommage que ce soit des machines qui soient modèles. Hein. Donc il faut faire très attention à ce qu'on va en faire. Donc pour moi, il est fondamental de travailler sur ce changement du rapport au monde, à la connaissance, aux relations interpersonnelles. Le mélange virtuel-réel, on parle du métavers pour l'éducation. Moi, je suis impliquée aussi sur des sujets sur l'éthique du métavers, notamment pour l'éducation. C'est extrêmement important de comprendre bien ce que ça peut changer, d'anticiper les évolutions et les conditions de notre libre arbitre. Comprendre la fracture numérique, c'est aussi comprendre que nous ne sommes pas tous à égalité devant ces systèmes et qu'il est urgent de faire monter le niveau de tous. Les petits réseaux que je montre, la façon d'apprendre fondamentalement avec des réseaux de neurones, elle peut être comprise par tous. Elle peut être expérimentée sur des sujets un peu jouets qui donneraient au moins la possibilité de démystifier cela. Parce qu'on a tendance à dire « Ah, IA, c'est intelligence artificielle, c'est-à-dire on est parti, c'est un oxymore. Voilà. » Bon, c'est un pauvre riche, là, c'est la même chose. Moi, je pense que c'est important que ça soit complexe, et ça montre qu'il faut réfléchir à cela. Et le libre arbitre, ça ne s'acquiert pas comme ça. Moi, mes étudiants, je leur demande, donc je suis prof à la fac, ici à la Sorbonne, je leur demande de dialoguer. La meilleure façon d'apprendre, c'est finalement d'être confronté à quelqu'un qui n'a pas le même avis que vous. Alors, vous apportez des informations et vous demandez à des jeunes de différentes origines, hein, parce que moi aussi j'ai une grande multiplicité d'origines, beaucoup de Chinois d'ailleurs qui sont dans les amphis en ce moment, à la Sorbonne. Hein, donc on a un vrai mélange de beaucoup de continents et de beaucoup de cultures et de différences religieuses. Et c'est important de prendre ces enfants, jeunes adultes, et de leur demander de discuter de ces sujets éthiques, de compréhension, du rôle des femmes. Je fais jouer ça à des étudiantes qui sont de religions différentes, et c'est très intéressant de voir l'élaboration qu'on peut en faire lorsqu'on le verbalise, lorsqu'on fait une recherche avant. Évidemment, ils ne font pas comme ça, il faut une recherche avant pour essayer d'expliquer un point de vue pour ou contre, essayer de trouver quelles sont les tensions éthiques. Il n'y a pas de bien et de mal, il y a des tensions, et nous cherchons des équilibres. Voilà, je vous remercie. J'ai peut-être trop parlé, mais en tout cas, ce sont des sujets importants. Alors, si j'ai encore un peu de temps, je conclus. Les questions donc, qui entourent ces interactions entre les humains et les machines couvrent un large éventail de sujets éthiques. La censure du contenu, la discrimination, l'injustice, la manipulation, la modification de nos comportements collectifs et de notre culture. Il faut qu'on soit en intelligence collective humaine pour construire les communs de demain. Pour construire ces machines, pour qu'elles soient capables de représenter les communs de demain, il faut le faire en comprenant que co-créer, co-apprendre avec ces machines, ça nous fait aussi évoluer différemment. Les personnes vulnérables, il faut les protéger de menaces potentielles, beaucoup plus, la dépendance, la manipulation, l'isolement. Et dans de nombreux cas, même quand on pense au départ faire quelque chose de positif, qui est neutre ou même neutre, hein, c'est surtout ça, le mécanisme en grandeur fait qu'il peut aboutir à des conséquences négatives. Donc pour moi, il est urgent que l'on audite ces systèmes,
C'est-à-dire qu'on pousse les industriels qui font les systèmes à les monitorer, à avoir des mesures sur des tensions éthiques sur les systèmes qu'ils développent, notamment pour l'éducation, enfin pour tout ce qui est alors je ne parle pas forcément du jeu, et encore le jeu c'est une forme d'éducation aussi, donc il faut faire attention, à mon avis, à tous les applications qu'on peut en faire. Alors évidemment, certains disent que ça va nous freiner dans notre élaboration d'une économie positive. Je ne pense pas. Je pense qu'on sera en avance parce qu'il va y avoir beaucoup de cas qui vont arriver dans les journaux. On commence à en voir. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette petite fille qui a mis les doigts dans la prise parce que le système, le système qui était, je ne sais plus lequel, mais sûrement TikTok ou quelque chose comme ça, lui avait proposé un jeu où il fallait mettre les mains dans la prise. Il n'y a pas de conscience dans ces machines, il n'y a rien de tout cela, il n'y a pas de valeur morale. Et lorsqu'on parle de la morale machine, c'est quelqu'un qui a mis quelque chose dans la machine. C'est un être humain, une entreprise, et ce n'est pas du tout une émergence de la machine. Donc restez conscient que ce n'est pas cela dont il faut se méfier, c'est plutôt de la manipulation des humains qui font ces machines. Et encore une fois, il ne s'agit pas non plus de se méfier de tout le monde, mais de dire on peut créer réellement des objets qui vont nous aider à être meilleurs, à comprendre mieux les difficultés des étudiants, à comprendre mieux qu'on a besoin d'une diversité pour être en capacité de créer des contenus les plus intelligents possibles. Moi, je pense que la diversité amène à plus d'intelligence parce qu'on voit plus de cas différents. J'encourage tous mes étudiants à lire 3 journaux de langues différentes. Alors, il faut se débrouiller pour traduire. Maintenant, avec Google, c'est facile. Tous les jours devant un problème. S'il arrive l'idée que, je sais pas, Google a fait ci ou ça, lisez ce qui se passe aux États-Unis, en même temps au Japon, en même temps en France, pour avoir une idée pluriculturelle de ce qu'on nous amène. C'est comme ça qu'on va lutter contre la manipulation. C'est en étant plus à même à chercher nous-mêmes des réflexions et pousser les étudiants à avoir ces réflexions, c'est à mon avis le nerf de la guerre. Merci. Je vais essayer de vous montrer un peu ce sur quoi on essaye de travailler en ce moment au laboratoire sur cette question de la compréhension du monde, et avec cet enjeu finalement de savoir comment on peut essayer aujourd'hui dans notre école, et je pense que ça renvoie finalement et ça résonne avec des choses qu'a pu dire Yanis sur cette idée finalement de si on veut former des citoyens aujourd'hui qui soient capables de libre arbitre, il va falloir aussi peut-être que l'école s'intéresse à la question finalement de comment discerner l'information, comment aller chercher de l'information, comment résister aux théories du complot. Et donc c'est un peu l'enjeu de ce que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui, avec peut-être une perspective un peu différente que celle qui a été la nôtre jusqu'à maintenant, en tout cas dans le domaine de l'éducation aux médias et à l'information. En gros, si vous regardez ce qui est fait aujourd'hui sur l'éducation aux médias et à l'information, c'est essentiellement, en tout cas jusque, on va dire, la première et la terminale, une entrée par le producteur de l'information. La question, c'est de savoir comment on produit une information, quelles sont les problématiques qui se posent quand on produit l'information, comment on va faire pour vérifier cette information, mais peu, voire pas du tout, la problématique du cerveau qui reçoit cette information. Alors que c'est absolument fondamental. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un cerveau qui va recevoir cette information, et ce cerveau, il va devoir se débrouiller finalement pour décider est-ce que cette information est vraie ou fausse, prendre un certain nombre d'informations. Donc on lui dit, bon écoutez, c'est pas très compliqué, vous vous intéressez à la source est fiable ou peu fiable, vous vous intéressez à l'auteur, vous vous intéressez au contenu sémantique, vous vous intéressez à tout ça, et vous devriez trouver finalement si l'information est vraie ou fausse. Bon. Alors déjà, c'est un peu compliqué parce que ça ne vous aura pas échappé que de temps en temps, même les grands médias diffusent des fausses informations. Je vous renvoie à l'affaire Ligonès, où tout d'un coup, il y a eu un emballement médiatique autour du fait qu'on l'avait vu ici ou là et que même les grands médias ont fait cela. Et j'ai été très intéressé par tout ce qui a été dit sur la question de la science au centre de l'école. Bon, alors déjà, c'est pas quand même toujours le cas. Il y a aussi dans l'école beaucoup d'opinions qui circulent. Et alors, je suis très heureux d'entendre qu'on a une recherche très 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 forte en sciences de l'éducation ou en éducation en France, mais par contre, elle est très très mal structurée. Et c'est bien un des problèmes, et on le sait depuis le rapport Pro de 2001 qui montrait effectivement qu'il y a un vrai problème sur la structuration globale de la science, des sciences pour l'éducation en France, parce que j'essaye de militer pour des sciences pour l'éducation, ce qui me paraît être effectivement l'enjeu. Bon, très rapidement, vous dire que si les IA parfois peuvent faire quelques erreurs, c'est le cas aussi des êtres humains, et que finalement on se demande si on n'est pas finalement tous irrationnels, et qu'on
se pose la question de la place de la science à l'école, on peut aussi se la poser dans la société. Je vous ai trouvé quelques morceaux choisis de tweets que j'ai trouvés sur la problématique de la Covid, soit sur le domaine de l'hésitation vaccinale, j'y reviendrai tout à l'heure, soit sur la question du pass vaccinal et d'autres types de théories du complot qui ont pu circuler sur ces questions-là. Alors je vous donne l'une de Philippe de Villiers qui dit « On nous a menti sur le vaccin et le pass sanitaire. Il n'empêche pas la contamination. Le but secret, c'est le traçage numérique et le contrôle total de la population. Orwell plus Google égale Macron. » Donc si elle se pose, cette problématique de la science à l'école, elle se pose aussi en dehors de l'école et effectivement dans des sociétés qui, et ça je le crois fondamentalement, ont très peu de culture scientifique. C'est-à-dire qu'elles ont des connaissances scientifiques, mais peu de culture scientifique. Et donc ça pose des problématiques à nos sociétés, notamment dans le cas de l'hésitation vaccinale ou dans le cas de comprendre finalement ce que c'est que la méthode scientifique. Alors Jérémy Mercier, je vous la donne aussi parce que je la trouve assez drôle, c'est un cas de biais de raisonnement classique, pas de test, pas de cas, pas de malade Covid, pas de malade Covid, pas de pandémie Covid, les tests créent la pandémie et maintiennent la psychose voulue par la secte apocalyptique covidiste. Je laisse ça à votre bon entendement et à votre jugement. Et puis Christine Boutin, je trouve celui-là c'est sans doute le plus joli. Je m'interroge sur la dénomination du nouveau variant Omicron. Est-ce une blague ou un mot proche du patronyme de notre président pour que ce mot soit seriné plusieurs fois par jour à nos oreilles jusqu'au présidentiel? Rassurez-moi, j'ai mal compris, la réponse est oui. Et donc on voit bien la difficulté qu'il peut y avoir dans ce contexte-là, avec quand même des gens qui ont des expositions médiatiques très fortes et qui vont effectivement participer à la diffusion d'un certain nombre d'informations qui ont des degrés de véracité diverses. Alors, ces biais, ils sont multiples, il y en a beaucoup dans notre cerveau, c'est des biais sociaux, c'est des biais cognitifs, ils vont entraîner le fait que parfois on va, par exemple, peut ou pas agir dans certaines situations. On parlait de la problématique des jugements moraux de l'IA. Effectivement, l'IA, finalement, elle a le jugement moral qu'un humain a décidé de mettre dans l'IA. Et un des jugements, la question des jugements moraux, elle se pose depuis longtemps. Ici, c'est le dilemme du trolley. La question est de savoir est-ce que vous avez plutôt une morale utilitariste ou une morale déontologique. Et le principe, c'est de montrer simplement que, en fonction du contexte, on n'adopte pas exactement les mêmes principes moraux. Et évidemment, ça pose un certain nombre de contraintes. Et ça renvoie à une certaine forme d'irrationalité. Ici, le principe est suivant. Vous avez un trolley qui est lancé sur une voie. Si vous ne faites rien, il va écraser ces 5 personnages qui sont sur cette voie-là, mais vous avez la possibilité d'appuyer sur un bouton. Si vous appuyez sur un bouton, ça va faire diverger le trolley sur une voie secondaire, mais en faisant ça, vous allez sauver les 5 ouvriers, mais vous allez en tuer un qui était en train de travailler sur cette voie secondaire. Et on vous demande est-ce que c'est moral, est-ce qu'il est moralement acceptable d'appuyer ou non sur le bouton. En gros, si vous demandez ça, je ne vais pas vous poser la question, mais 80% des gens vous disent que c'est moral d'appuyer sur le bouton. Si vous faites exactement la même situation, vous changez juste un tout petit peu le contexte, vous dites voilà, ce trolley, il est lancé à vive allure sur cette voie, et puis si vous ne faites rien, il va écraser les 5 personnes qui sont en train de travailler sur la voie, mais vous avez la possibilité, vous êtes sur un pont, il y a quelqu'un qui est à côté de vous, de pousser la personne sur la voie, et cette personne va s'écraser sur la voie et stopper le trolley. Est-ce que c'est moralement acceptable de faire ça? Et là, à ce moment-là, paradoxalement, 80% des gens vous disent que c'est absolument pas acceptable de pousser la personne à côté de vous. Mais en soi, en termes de coût-bénéfice, c'est exactement la même chose. Si on était parfaitement rationnel, si nous agissions toujours de la même manière, de la même façon, on devrait choisir d'une certaine manière le même type de concept moral dans les deux situations. Et c'est absolument pas le cas. Et donc on voit bien qu'en fonction du contexte, on ne va pas raisonner, on ne va pas finalement avoir les mêmes valeurs morales qui vont s'exprimer. D'où effectivement la difficulté pour une IA, puisque l'IA, elle doit pouvoir, elle va pas changer nécessairement de jugements moraux en fonction du contexte. Alors on sait aussi qu'une autre problématique qu'on va avoir, et vous verrez que c'est important sur le jugement de l'information, c'est le fait que nous sommes influencés par le contexte social. Et c'est une bonne chose. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que tous ces biais sociaux, ces biais moraux, ces biais cognitifs, ils servent un but parce qu'effectivement, ils nous permettent d'être adaptés. Et typiquement, l'influence sociale, le fait dans un certain nombre de situations, nous nous conformons finalement au choix du plus grand nombre, c'est aussi un moyen de vivre en société. C'est-à-dire que si nous ne nous conformions pas socialement, on ne pourrait pas vivre en société. On aurait toujours à l'esprit, finalement, notre bénéfice personnel et on refuserait, finalement, de laisser de côté une partie de notre bénéfice personnel
pour pouvoir vivre en société. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec Yanis, cette idée qu'effectivement les élèves ne veulent plus maintenant laisser de côté d'une certaine manière leurs bénéfices personnels. C'est partiellement vrai parce qu'ils vivent quand même dans des sociétés, ils acceptent un certain nombre de valeurs de la société. Donc comment on montre ce principe d'influence sociale? C'est relativement simple. Imaginez que vous rentriez dans une pièce, exactement comme ça. Là, on pourrait le faire ici, sur une expérience d'influence sociale. Imaginez que j'étais donc assis en 7e position et qu'on vous a une petite tâche perceptive toute simple. On vous présente une première réglette à gauche et ensuite vous avez 3 réglettes, A, B, non ça marche pas, A, B ou C, et vous devez déterminer laquelle des 3 est strictement identique à la première réglette que vous avez sur la gauche. Bon, c'est une tâche totalement triviale. Vous avez tous trouvé que c'est C la bonne réponse. Oui, c'est bon, ok, c'est pour... Ouais, vous êtes un peu comme ça, donc ouais, je vous assure que c'est C la bonne réponse. Hein, Bon, c'est une tâche très simple, mais imaginez la situation suivante. Vous êtes entré dans cette pièce, vous êtes assis en 7e position, et puis les uns après les autres, les personnes vont donner leur réponse, et imaginez, la première personne dit A, la deuxième dit A, la troisième dit A, la quatrième dit A, la 5e dit A, la 6e dit A. Qu'est-ce que vous faites en 7e position? Et en fait, oui, ce qu'on voit, c'est qu'on va se conformer dans 34% des situations. Vous avez 75% des participants qui vont se conformer au moins une fois, 5% systématiquement et 25% jamais. Et donc ces biais sociaux, ils sont extrêmement importants et ils vont jouer évidemment dans la diffusion des informations. C'est-à-dire qu'à un moment, quand vous avez tout votre groupe social, votre endogroupe, le groupe auquel vous appartenez, qui tout d'un coup va prendre une position qui va être la même pour l'ensemble des personnes dans ce groupe-là, vous allez avoir tendance à accepter cette information, même si vous avez des doutes sur cette information-là. Donc, travailler finalement sur cette question du discernement de l'information, c'est aussi essayer d'alerter les élèves sur ces questions de ces biais d'influence sociale, de ces biais d'omission qui font que, c'est ce que je vous présentais tout à l'heure, qu'est-ce que ça dit le biais d'omission? Ce biais d'omission, ce qu'il dit, c'est qu'on refuse d'agir parce qu'on a peur des conséquences négatives. Pour nous, c'est beaucoup plus inacceptable moralement si nous avons agi et que nous avons une conséquence négative que si nous ne faisons rien. Et ça explique souvent l'immobilité de nos systèmes, l'immobilité de nos réactions dans un certain nombre de cas. Et c'est aussi là-dessus qu'il faut réussir à agir, parce que finalement, on laisse passer les fausses informations, on se dit c'est pas bien grave, parce qu'on se dit que si tout d'un coup on prenait une position très forte sur un sujet, on pourrait avoir des conséquences négatives de fait de cette position-là, et que ça c'est moralement inacceptable pour notre système cognitif et notre système émotionnel. Alors c'est pas nouveau, hein, ces problématiques de rationalité, je vous renvoie à la problématique des syllogismes. Tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Et donc il y avait bien déjà cette idée dans la Grèce antique, de cette idée qu'il fallait avoir finalement des méthodes pour penser de façon rationnelle. On avait la méthode du syllogisme qui permettait de contrer les paralogismes et les sophismes. On a 2 prémices, et sur la base de ces 2 prémices, dont je rappelle qu'on ne remet pas en cause la validité, on peut raisonner sur la validité logique de certaines conclusions. Si tous les hommes sont mortels et que Socrate est un homme, je peux en déduire que Socrate est mortel. Je vais essayer de vous faire un petit exercice. Vous allez très rapidement me dire si le prochain syllogisme est valide d'un point de vue logique ou non. D'accord? Petite tâche toute simple. Si je vous dis tous les mammifères peuvent marcher, les baleines sont des mammifères, donc les baleines peuvent marcher, valide ou non valide? Du point de vue de la logique. Qui est-ce qui pense que c'est valide? Levez la main si vous pensez que c'est valide. D'accord? Ah, vous ne savez pas. C'est parfaitement valide d'un point de vue de la logique interne du syllogisme. Je vous rappelle que dans un syllogisme, si vous voulez accéder à une certaine forme d'abstraction, il faut pouvoir raisonner dans des contextes qui ne sont pas forcément les contextes de la réalité. Je vous rappelle le très beau mot de Piaget là-dessus. L'abstraction réfléchissante, c'est précisément de comprendre à un moment de son développement que le réel n'est qu'un des cas des possibles. Et c'est ça le paradoxe, c'est qu'alors même que nous sommes au stade de l'abstraction réfléchissante selon Piaget, c'est encore très difficile pour nous de comprendre que le réel n'est qu'un des cas des possibles, et ça vient interférer justement avec vos compétences logiques. Et on voit bien là la difficulté, c'est-à-dire que vous êtes fondamentalement rationnel, et je pense qu'il faut continuer à avoir une présomption de rationalité chez l'être humain, mais pour autant, dans certains contextes, notre irrationalité peut s'exprimer. Ce qui veut dire que quand on juge de l'information, nous sommes aussi, dans un certain nombre de cas, sensibles à des fausses informations parce qu'elles vont venir en résonance avec un certain nombre de connaissances ou de croyances que nous avons sur le monde. Et c'est donc ça la difficulté aussi de l'exposition aux fausses informations et de la résistance finalement cognitive qu'il va falloir engager dans cette résistance aux informations, c'est de pouvoir à un moment comprendre
que nous avons toutes et tous des biais et qu'en fait, le véritable enjeu, ce n'est pas d'éliminer ces biais parce qu'ils sont adaptatifs, mais c'est au contraire apprendre à les contrôler et y à résister. C'est ça aussi comprendre le monde, c'est comprendre finalement notre rapport et notre interaction entre notre système cognitif et notre système émotionnel et notre système de jugement des informations que nous devons traiter. Bon, je vous en donne une autre. Si je vous dis que dans une étude, 1000 participants ont été testés, parmi ces 1000 participants, il y en a 5 qui ont 16 ans et 995 qui ont 60 ans. On vous dit qu'Étienne joue à Fortnite 3 heures par jour, se connecte à Instagram et Snapchat plusieurs fois par jour et aime passer ses week-ends avec ses amis au centre commercial. Et si je vous demande qu'il est plus probable qu'Étienne ait 16 ans ou 60 ans, qui pense qu'il est plus probable qu'il ait 16 ans? Voilà, merci beaucoup. Biais de raisonnement. Je vous rappelle que je vous ai dit, dans une étude, 1000 participants ont été testés. Parmi ces 1000 participants, il y en a 5 qui ont 16 ans et 995 qui ont 60 ans. Donc quand je vous pose une question relative à la probabilité, la probabilité est plus forte que si vous prenez quelqu'un au hasard, indépendamment de la représentativité que vous avez de cet individu, il ait 60 ans. Mais c'est difficile, parce que nous sommes des raisonneurs bayésiens, nous avons des attentes finalement et des représentativités d'un certain nombre de caractéristiques des individus, et effectivement, en règle générale, dans nos sociétés, ceux qui passent beaucoup de temps sur Fortnite et sur Insta et Snapchat, c'est plutôt des individus de 16 ans. Pour autant, il se pourrait qu'il y ait des individus de 60 ans qui passent plusieurs jours par jour, plus de 3 heures par jour par Fortnite. En fait, il y en a beaucoup. L'âge moyen des joueurs, je vous rappelle, c'est 32 ans. Donc, en fait, il y en a pas mal. Bon, là, c'est 60 ans, mais c'est tout ça pour vous dire que on peut parfois être biaisé et négliger des informations. Et c'est extrêmement important. C'est-à-dire que ça nous arrive de négliger un certain nombre d'informations. Dans l'information, dans le flot d'informations qu'on doit traiter. Alors j'en reviens, alors c'est parfait de commencer par Kahneman, cette idée du système 1, système 2. Donc finalement, ce que dit Kahneman et ce que disent un certain nombre d'économistes, c'est que finalement, nous ne sommes pas des agents économiques rationnels. Et que dans un certain nombre de cas, on va s'en remettre à des heuristiques de pensée, c'est-à-dire des raccourcis de notre pensée, mais parce que dans un monde dans lequel on a énormément d'informations, on ne peut pas être en permanence sur un système analytique et délibératif. On ne peut pas traiter toutes les informations pour prendre des décisions. Donc, notre cerveau construit, au cours du temps, un certain nombre d'automatismes de pensée, d'heuristiques, comme les appelait Kahneman, qui sont finalement des stratégies approximatives, rapides, peu coûteuses pour notre système cognitif, et il faut bien comprendre qu'ils marchent très bien. C'est-à-dire que ces heuristiques, elles fonctionnent très bien dans un certain nombre de contextes. Et c'est ce qui nous permet, dans un certain nombre de situations, de ne pas avoir à réfléchir avant de prendre des décisions. Vous imaginez, si chacune de nos décisions était basée sur une analyse extrêmement fine de l'ensemble des probabilités associées à nos choix, on ne pourrait pas s'en sortir dans notre vie quotidienne. Donc on a besoin d'avoir ces automatismes de pensée. Mais pour autant, ces automatismes de pensée, par moment, et c'est justement les problématiques des biais de raisonnement qu'on peut observer chez les individus, ils court-circuitent notre pensée analytique et délibérative. Et donc tout l'enjeu à des moments, c'est dans un certain nombre de contextes, de réengager sa pensée analytique et délibérative, parce que justement ces heuristiques, comme elles sont très peu coûteuses pour notre système cognitif, elles se surgénéralisent à un très grand nombre de situations, même dans des situations où elles ne sont pas pertinentes. Et que finalement, pour pouvoir résister à ces heuristiques trompeuses, dans un certain nombre de contextes, on a besoin d'un troisième système de pensée. C'est ce que Kahneman n'avait pas vu, ce que Thaler n'a toujours pas vu. C'est qu'effectivement, on a aussi besoin d'un système finalement d'apprentissage supervisé, c'est-à-dire d'un système 3, qui est notre système finalement qui va permettre de réengager notre rationalité, qui est un système qui va permettre au cas par cas, quand des erreurs se produisent, tout d'un coup, d'envoyer un énorme signal stop dans le cerveau pour pouvoir réengager sa pensée analytique et délibérative. Je vous rappelle que dans le cerveau, 50% de vos connexions, c'est ce que d'ailleurs modélise l'intelligence artificielle, 50% de vos connexions sont des connexions inhibitrices. C'est qu'elles permettent de stopper le signal. Donc on a besoin aussi, au niveau cognitif, dans un certain nombre de cas, de stopper le signal. Il faut stopper finalement cette stratégie, cette impulsivité cognitive pour réengager notre pensée analytique et délibérative. Et finalement, quand on s'intéresse à la problématique des fausses informations, pour le cerveau récepteur de cette information, ce dont on se rend compte, c'est que c'est probablement ici aussi qu'il faut réussir à jouer, c'est-à-dire d'enseigner cette capacité à ne pas sombrer dans nos impulsivités cognitives dans un monde où effectivement l'information va de plus en plus vite. Et effectivement, c'est ça qui a changé. C'est que notre information, on est exposé à beaucoup plus d'informations et ces informations sont véhiculées beaucoup plus rapidement. Et en plus, on a eu tendance à faire sauter
toutes les couches intermédiaires entre le producteur de l'information et le récepteur de l'information. Alors, ces difficultés de raisonnement et cette difficulté finalement à gérer nos heuristiques cognitives, on peut le montrer dans un certain nombre de tâches de raisonnement, même relativement simples. Je vais vous demander de participer encore une fois un peu. Bon, généralement, au bout d'un moment, vous arrêtez de participer parce que vous faites des erreurs et comme dans le système éducatif, on a un rapport à l'erreur qui est assez négatif, ça entraîne une absence d'engagement dans la tâche. Mais on est ici dans un contexte bienveillant où on est tous d'accord sur le fait que l'erreur est à la base de nos apprentissages. Si je vous dis qu'une tablette et son étui coûtent 240 €, que la tablette coûte 200 € de plus que l'étui, et que je vous demande combien coûte l'étui, vous me dites qu'elle coûte. Alors, il y a quelques personnes, évidemment, qui ont des intuitions logiques, j'y reviendrai, et qui donc très rapidement ont trouvé la bonne réponse. Mais la plupart d'entre nous produisent une réponse qui est une réponse erronée. On dit 40 parce que finalement, on entend de plus que, donc on se dit, on va faire 240 moins 200, on devrait trouver la bonne réponse. Mais ça, c'est notre automatisme, notre impulsivité cognitive dans ce contexte-là. C'est pas la bonne réponse, j'ai pas tout à fait le temps de vous le montrer, mais globalement, la bonne réponse, c'est 20 €. Ma question en tant que développementaliste, puisque je suis professeur de neurosciences, mais aussi de psychologie de développement, c'est de dire, mais où est-ce qu'elle se construit cette impulsivité cognitive finalement? Qu'est-ce qui fait qu'on se trompe dans ce contexte-là? Très probablement quand on apprend à résoudre des problèmes arithmétiques à contenu verbaux en cycle 2, cycle 3. Vous vous rappelez que c'est une des compétences à acquérir. On vous dit Pierre a 20 billes, il en a 5 de plus que Paul. Combien de billes a Paul? Vous vous rappelez sans doute, pour ceux qui enseignent à ce niveau-là, que vos élèves vous répondent 25. Parce que quand ils entendent plus, ils font une addition, et quand ils entendent moins, ils font une soustraction. Ça, c'est leur automatisme de pensée. Donc, vous allez les étayer dans une situation d'interaction, vous allez déconstruire le problème, vous allez dire, regarde, mais si Pierre a 20 billes et qu'on te dit qu'il en a 5 de plus que Paul, ça veut dire en fait que Paul en a 5 de moins que Pierre. Et à ce moment-là, il trouve la bonne réponse. D'accord? Et vous dites, bon, parfait, j'ai renforcé le système analytique et délibératif de mes élèves. Non. En fait, votre élève, il s'est dit, tiens, mais en fait, il y a un truc qui s'appelle plus que, je fais une soustraction et hop, je trouve la bonne réponse. Et en fait, ça marche très bien. C'est effectivement un nouvel heuristique. Ça me permet de décharger la charge cognitive dans mon système cognitif et de trouver la bonne réponse dans ce contexte-là. Et donc, l'apprentissage, c'est ça. C'est-à-dire qu'on passe notre temps à recréer des heuristiques qui vont venir interférer avec notre pensée analytique et délibérative plus tard au cours d'autres apprentissages. On va montrer dans plein de situations scolaires ce type d'effet. Donc, un des enjeux peut-être sur l'apprentissage du discernement de l'information, c'est précisément de travailler sur cette capacité à résister à ces impulsions cognitives qui vont faire que finalement, on ne va pas prendre en considération l'ensemble des informations quand on va juger d'une information. Alors, comme je prévois évidemment beaucoup trop de choses comme d'habitude, je vais sauter tout ça. Oui, ça c'est normal, hein, c'est ma façon de travailler. Une des questions qu'on peut se poser, c'est comment on apprend à détecter les conflits pour mieux y résister. Comment on fait pour que les gens deviennent plus logique dans un certain nombre de situations. Et il y a toute une littérature sur cette question-là qui montre qu'en fait, ce qui fonctionne bien, ça n'est pas simplement de répéter la règle logique à utiliser dans ce contexte-là. Ici, on utilise une approche classique en psychologie expérimentale, pré-test, post-test, groupe contrôle, groupe expérimental. Ce qui change ici, c'est que le groupe contrôle et le groupe expérimental, c'est deux types de pédagogie. On a une pédagogie dans laquelle on explique la règle à utiliser dans ce contexte-là pour vérifier et falsifier des règles conditionnelles du type si alors, et puis un autre groupe dans lequel on fait quelque chose d'un peu plus surprenant, c'est qu'avant d'expliquer la règle à utiliser dans ce contexte, on leur dit « Attention, vous êtes dans un contexte piège. Votre cerveau a des impulsivités cognitives et il a envie de répondre très rapidement sur la base des informations qui sont dans la règle conditionnelle. Mais ici, c'est votre automatisme de pensée, c'est ce qui fait que vous n'arrivez pas à réfléchir de façon logique dans ce contexte-là. Et donc, il faut apprendre à résister à cet automatisme et ensuite vous expliquer la règle. D'accord? Donc en gros, dans les deux cas, vous expliquez la règle. Ce qui change, c'est une approche plus métacognitive dans un cas que dans l'autre. Métacognitive, ça veut dire avoir conscience des processus qu'on engage dans la situation d'apprentissage. Bon, ce qu'on a montré, je vais aller très rapidement, c'est que ce type d'approche, ça marche beaucoup mieux pour débiaiser les individus que l'approche qui consiste à simplement réexpliquer la règle logique à utiliser dans ce contexte. Il faut alerter en fait les gens sur le fait qu'ils sont dans une situation problème ou dans une situation de conflit entre deux types de stratégies. Et c'est ça qu'on va essayer finalement d'appliquer pour le discernement de l'information. On va essayer de tester si ça fonctionne finalement pour amener les élèves à développer des meilleures capacités de discernement de l'information. Il me reste 9 minutes. Je vais essayer de faire ça en 9 minutes sur les fake news. Alors, qu'est-ce qu'on sait finalement des fake news? La première chose qu'on sait, c'est que
Quand vous regardez à travers 27 pays, globalement, les individus, à part quelques exceptions comme la Chine et l'Inde, sont très peu confiants dans les médias. Et ça, c'est un vrai problème, parce qu'on a une éducation aux médias d'information qui dit « regardez la source », mais qui donc présuppose qu'on est confiant dans les médias. Mais sauf que si on a peu confiance dans les médias, on peut regarder la source, mais puisqu'on n'a pas confiance dans la source, ça ne va pas changer grand-chose d'une certaine manière à la façon dont on a des informations pertinentes pour juger de cette information. Comment on sait ça? Ici, c'est plus le chiffre est négatif et dans les rouges orange, plus la défiance est importante pour les médias. Si vous regardez en France, que ce soit pour les journaux, les magazines, la télévision, la radio, les informations trouvées sur le net, les gens sont extrêmement défiants par rapport à ce type d'informations. Ils sont aussi très défiants par rapport aux personnes qu'ils connaissent essentiellement en ligne. Et là, vous allez voir l'écueil de notre système cognitif. Ils sont par contre très confiants pour les gens qu'ils connaissent dans la réalité. Il n'y a rien de pire pour créer des chambres d'écho dans lesquelles vont se renforcer des croyances. Parce que, évidemment, votre voisin, il a des capacités de vérification de l'information qui est bien moindre qu'un grand média. Et pour autant, c'est vers lui que vous allez aller pour, d'une certaine manière, avoir confiance dans l'information qui est transmise. Et on voit bien comment très rapidement peut se créer effectivement des gens qui vont vivre en vase clos et qui vont renforcer progressivement un certain nombre de croyances. La deuxième problématique, c'est qu'il y a un léger biais de confiance dans notre capacité à juger des informations. Ici, c'est des participants âgés de 16 à 64 ans. Si vous leur posez la question de leur capacité et de la capacité des autres à juger de l'information ou à vivre dans des chambres d'écho closes par rapport à l'information, vous avez 65% des participants qui pensent que les autres vivent dans des questions d'écho sur Internet, mais ils pensent que seulement que 34% d'entre eux c'est le cas. Et donc ce petit décalage-là, c'est ce qu'on appelle le biais de confiance. C'est-à-dire que normalement, si on était parfaitement objectif sur notre capacité finalement à juger notre capacité et celle des autres, on devrait avoir des proportions qui sont similaires. De la même manière, 63% des participants pensent qu'ils peuvent identifier des fake news, mais que seulement 41% pensent que c'est le cas pour les autres. Encore une fois, léger biais de confiance. 60% des participants pensent que les individus ne sont pas intéressés par les faits, mais par uniquement ce qu'ils ont envie de croire. Et enfin, 60% des participants pensent qu'ils comprennent mieux les réalités sociales que les autres. Donc c'est avec ça qu'on essaye de composer, c'est-à-dire aussi des individus qui ont un degré de surconfiance par rapport à leur capacité à identifier les informations qui est extrêmement importante. D'autre part, l'ensemble de ces individus, dans certains contextes, on est tous capables d'adhérer à une fausse information. C'est pas réservé qu'aux autres. Ça peut nous arriver, ça nous est déjà arrivé. Tout d'un coup, on a cru l'information que tout le monde faisait circuler, puis on se dit « ouïe, aïe, aïe, j'ai peut-être fait une erreur sur ce coup-là ». Ce qu'on sait, globalement, pendant très longtemps, on a pensé qu'en gros, les gens étaient finalement polarisés sur un certain nombre de domaines, par exemple dans le domaine politique, et que ce qui se passait essentiellement, c'est qu'on avait un raisonnement motivé. C'est-à-dire que si je vous donne des informations qui sont concordantes avec votre opinion politique, par exemple, vous allez considérer que l'information est vraie. Vous allez raisonner sur cette information et considérer qu'elle est vraie. Et si c'est discordant par rapport à votre opinion, vous allez considérer que cette information, après raisonnement, elle est plutôt fausse. Et donc on se dit, mais finalement, le raisonnement logique ici, il ne va pas jouer finalement sur le discernement de l'information jusqu'à ce qu'on commence à se rendre compte qu'en fait, indépendamment des opinions politiques des individus, ceux qui sont les plus à même de raisonner logiquement, par exemple dans le petit problème que je vous ai présenté tout à l'heure, sont ceux qui ont les meilleures capacités de discernement de l'information, indépendamment du fait que cette information soit finalement en cohérence ou contre leurs propres opinions politiques. Donc il y a tout un champ maintenant de recherche qui dit mais finalement c'est peut-être là-dessus qu'il faudrait essayer d'insister dans une démarche éducative. Alors je vais vous présenter ces recherches qui sont, ces données qui sont très préliminaires, c'est des données qu'on a recueillies dans des collèges français. Maintenant on mène la même recherche au Maroc, en Tunisie, au Brésil et en Inde. Et on essaye de se poser la question finalement de comment évaluer la capacité de discernement de l'information au cours du collège. Donc on présente des vraies informations, des fausses informations, et on a une échelle de 1 à 4, et on leur demande à quel point l'information est vraie. Et donc on moyenne finalement l'ensemble de ces évaluations pour les fausses informations, l'ensemble de ces évaluations pour les vraies informations, et on peut regarder s'il y a un petit décalage entre les deux. S'il y a un décalage entre les deux, ça veut dire qu'ils discernent entre les fausses et les vraies informations. Et on va regarder en 6e, en 5e, en 4e, en 3e, et chez des étudiants. En 6e, il n'y a aucune détection des différences entre des vraies et des fausses informations. Pour autant, pour 90% d'entre eux, ils ont des portables,
et donc ils ont accès à de l'information. Et ils sont exposés à l'information. Ce n'est pas parce qu'ils ne vont pas chercher de l'information qu'ils ne sont pas exposés à des informations. Donc il y a un véritable enjeu. Alors il y a quand même quelque chose qui se passe. Ils développent bien des compétences, puisque au cours du collège, ils arrivent à différencier un peu ces informations. Peut-être qu'ils ont plus de connaissances, peut-être qu'ils ont plus de compétences logiques, et que tout ça participe à leur capacité à discerner les informations. Bon, l'autre fait important, c'est qu'on sait qu'il y a beaucoup de liens entre votre capacité à discerner les informations et votre adhésion aux théories conspirationnistes. Donc, quand on dit qu'il faut travailler sur le discernement de l'information, c'est aussi parce que quand on veut lutter contre les théories conspirationnistes, il va falloir aussi travailler sur ce versant de la capacité à discerner l'information. C'est un peu ce qu'on entendait tout à l'heure, finalement, des élèves qui vont remettre en cause l'information et qui, parce qu'ils remettent en cause l'information, vont avoir tendance ensuite à avoir la probabilité d'adhérer à des thèses conspirationnistes. Et ce qu'on montre, c'est que dans les deux cas, plus vous avez des bonnes capacités de raisonnement, moins vous adhérez aux thèses conspirationnistes et plus vous avez des bonnes capacités de discernement de l'information. Donc encore une fois, ce que ça dit, c'est que plus on renforce les capacités de raisonnement logique, plus on va prévenir d'une certaine manière la diffusion des thèses complotistes et des fausses informations. La présence sociale, j'en parlais tout à l'heure, simplement je vais vous présenter ce qui se passe sur la gauche. Ici, c'est le nombre d'informations que les individus, ici c'est des jeunes adultes, vont être en mesure de taguer, d'étiqueter comme étant des fausses informations, en fonction de s'ils regardent ces informations seuls, ou s'ils regardent ces informations en étant connectés avec 100 autres personnes. Et vous voyez qu'il y a une énorme dilution de la responsabilité. Quand ils sont seuls, ils en étiquettent 2,5, et quand ils sont seuls, ils en étiquettent plus qu'1,25. Donc il y a une véritable diffusion de la responsabilité. Quand on est sur les médias sociaux, quand on est sur Internet, quand on pense qu'il y a d'autres personnes qui vont pouvoir juger ces informations et dire si ces informations sont vraies ou fausses, finalement, on dégage notre responsabilité, on se dit bon, c'est pas bien grave, d'autres le feront. Pour autant, le groupe social, ça peut être aussi un levier pour réduire la diffusion des informations. Si vous dites, attention, il y a d'autres gens qui vont regarder quelles sont les informations que vous diffusez. À ce moment-là, on a des effets positifs. Vous avez des individus qui vont faire beaucoup plus attention aux informations qu'ils diffusent. Alors c'est une sorte de nudge, mais cette fois-ci dans le bon sens, mais je reviendrai sur les nudges si on a une question sur les nudges. Moi aussi, je suis très sceptique sur les nudges. Bon, d'une part parce que ça ne marche pas très bien et que ça coûte très cher. Et qu'en plus ça renforce des biais et on ne sait pas ce que ça donne dans 10 ans quand vous êtes amusé à jouer sur tous les biais des individus. Probablement vous créez des sociétés encore plus irrationnelles. Donc ça c'est une autre problématique. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire la diffusion des infox? Une chose qu'on peut faire, c'est de focaliser l'attention des gens sur la véracité de l'information. En fait, il y a plein d'informations qu'on diffuse sans même se poser la question de la véracité de cette information. Parce qu'elle est drôle, parce qu'elle nous plaît, parce que finalement, on a déjà rencontré ce type d'information. Le simple fait de dire, attention, en fait, il faut d'abord s'intéresser à la véracité de l'information avant de la partager, ça réduit déjà un peu la diffusion des fausses informations sur les réseaux. Donc c'est une première étape. Et puis je vais juste finir là-dessus en 1 minute. J'ai 1 minute pour présenter ça. Je vais vous présenter cette recherche participative et collaborative qu'on a fait sur la plateforme lea.fr, qui est une plateforme portée par Nathan, qui nous permet de faire de la recherche collaborative et participative avec des enseignants. Et on a essayé de tester finalement qu'est-ce qui marche avec les élèves au collège. On a donc 3200 élèves, on a plus de 80 enseignants qui ont participé à cette recherche. Et on va évaluer les capacités de discernement de l'information avant et après 2 types d'interventions. Une intervention très classique, éducation aux médias et à l'information. On a écrit toutes les séquences avec des enseignants. C'est aussi le jeu et le pari de cette recherche collaborative et participative. Et puis donc on a une intervention éducation aux médias et à l'information et une autre intervention, c'est 2 fois 45 minutes, c'était pendant la semaine de la presse, sur éducation aux médias et à l'information. Et puis un petit module sur cette question du finalement qu'on a des biais, que pour résister à ces biais, il faut engager ce système 3. Donc on leur explique système 1, système 2, système 3, puis comment finalement ce système 1, système 2, système 3 s'est engagé dans le raisonnement logique et en quoi le raisonnement logique est associé à ma capacité à discerner les vraies et les fausses informations. En gros, je fais de la métacognition. Je leur donne des informations sur les processus qu'ils engagent dans la situation d'apprentissage. Puis je regarde lequel des 2 groupes progresse le plus. Et là, on observe 2 choses. D'abord, je vais vous présenter la partie droite qui est finalement ça, pas trop préoccupante. Ce qu'on voit, c'est que globalement, quand on fait des EMI, ça marche sur l'identification des fausses informations, mais beaucoup moins bien quand même qu'une approche dans laquelle, en plus des EMI,
on parle un peu de ces problématiques de biais de raisonnement, de ces problématiques de résister finalement à nos heuristiques de pensée pour éviter de se tromper dans ce contexte-là. Quand on fait des statistiques, en gros, les EMI, ça marche pas. Ça ne produit en fait aucune différence significative, tandis que EMI plus délibération, ça permet de produire un peu plus de discernement des fausses informations. Donc si elles sont étiquetées comme plus fausses, c'est plutôt une bonne chose, c'est ça qu'on cherche. J'attire votre attention sur la partie gauche de la diapositive. En fait, les EMI, ça produit un effet négatif. C'est-à-dire que ce que ça va entraîner, c'est une diminution du jugement de véracité sur les vraies informations. Tout d'un coup, les élèves vont devenir sceptiques de toutes les informations. Et quand vous savez que plus vous êtes sceptique des informations, plus vous allez avoir tendance à adhérer aux théories complotistes, on voit qu'on n'a peut-être pas forcément les bons leviers aujourd'hui dans notre système éducatif pour lutter sur la diffusion des fausses informations et sur la diffusion des thèses complotistes. Ça fonctionne plutôt mieux sur EMI plus délibération. Donc c'est un véritable enjeu aussi d'évaluer ce type de nouvelles finalement pédagogiques qu'on essaie de mettre en place, qui sont absolument critiques. C'est-à-dire que notre école du XXIe siècle, elle doit former aussi à ce jugement de l'information, mais il va falloir qu'on évalue et qu'on évalue finement les dispositifs qu'on utilise aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas forcément les plus adaptés à améliorer les capacités de discernement de l'information des élèves. Voilà, et je vais m'arrêter là parce qu'en fait j'avais encore 50 slides, mais c'est normal, hein, c'est tout ce que je fais d'habitude. Hop, tout ça pour vous dire que... je voulais juste revenir en arrière. Bon, je ne vais pas y arriver, mais je voulais remercier l'ensemble des membres de mon laboratoire qui travaillent sur ces thématiques avec moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup Alain, merci beaucoup à tous pour les riches exposés que vous nous avez présentés aujourd'hui. Variés et complémentaires, hein, on y retrouve des propos qui vont dans le même sens quant à l'éveil, l'élévation de nos élèves et le fait de prévenir, de les accompagner face à tous les outils dont ils disposent aujourd'hui et comment utiliser des outils, comment déchiffrer ce qu'ils ont sous les yeux en général, ce qu'ils entendent, ce qu'ils voient. Alors vous avez parlé dans vos deux exposés des risques des biais sociaux, des fake news, des nudges qui peuvent influencer les individus. Alors moi je me projette en tant que conseillère pédagogique, je me projette dans la classe. Je me projette dans la classe avec les enseignants, avec les élèves et des enseignants qui peuvent se poser la question de savoir comment armer leurs élèves face à ces risques. Alors vous en avez déjà un petit peu parlé, hein, vous avez déjà apporté quelques propositions en termes de dialogue, confrontation des idées, à résister aux évidences. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quelles activités éventuellement vous pouvez proposer, notamment à des plus jeunes. À de jeunes élèves, parce que là, on se retrouve quand même à l'école primaire avec des enfants qui sont déjà tout jeunes exposés à cela, et dont parfois les parents ne maîtrisent pas du tout l'outil, ne comprennent pas et eux-mêmes ne savent pas accompagner leurs enfants. Donc, est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez nous apporter à nous, les enseignants, le milieu enseignant, pour aider, armer nos élèves face à ces risques-là? Je peux commencer par une expérience qu'on montre. En fait, j'ai une casquette aussi qui est présidente d'une fondation, la Fondation Blaise Pascal, de médiation culturelle en mathématiques et en informatique, c'est-à-dire en fait pousser des projets dans toute la société, dans tout le pays, c'est national, pour qu'on travaille sur, je sais pas moi, il y a un projet qui s'appelle Chiche par exemple. C'est un chercheur qui va à l'école, dans la classe de quelqu'un, qui apporte une vision passionnée de son métier, qui peut engager des travaux à faire avec lui sur le long terme. C'est à discuter. Il y a d'autres projets qui sont, ce que j'essaie de monter en ce moment, c'est des capsules sur l'IA éthique. Vous avez entendu parler de peut-être l'apprentissage du code en 5e. Moi, je pense que l'apprentissage du code, c'est surtout l'apprentissage des concepts derrière le code qui sont importants à donner à ses enfants. Les capsules dont je viens de parler sur l'intelligence artificielle et l'éthique et le numérique plus largement, c'est dédié. Nous, on a travaillé sur le cycle 3, donc
les plus jeunes, hein, on cible les CM1, enfin vraiment les jeunes, pour aller essayer de leur faire prendre conscience qu'ils vont perdre de l'argent. On travaille sur l'addiction, si vous voulez, dans une capsule. Une autre est dédiée à la vie privée. Qu'est-ce que c'est que la vie privée? Et je pense que c'est important de faire comprendre le plus possible ces concepts aux plus jeunes. J'ai fait aussi des tests dans des écoles avec des robots qui nudgeaient les enfants. On faisait un test avec des robots, un test avec un Google Home. Ça leur faisait parler à travers la plateforme, l'enceinte vocale Google Home que tout le monde connaît. Et il y avait un humain qui faisait le même dialogue. On a fait un jeu qu'on connaît bien en économie. Donc moi, j'ai monté une chaire avec des linguistes, des économistes et des informaticiens pour travailler sur ce sujet. On leur donnait des billes. Et la machine, le robot, l'enceinte ou l'humain, demandait combien tu en gardes pour toi et combien tu en donnes aux autres, qui fait partie d'un jeu qu'on connaît. Et donc, avec des adultes, on donne de l'argent, là on a des billes, et la machine ou l'humain demandait combien tu en donnes, l'enfant décidait, et après il disait mais les autres ont fait autrement, ou moi je serais à ta place, j'en garderais plus, etc. Et ce qu'on voulait savoir, c'était à travers des relances comme ça d'incitation, si finalement les machines allaient plus facilement inciter les enfants à changer d'avis que l'humain. Et effectivement, c'était le cas. Surtout avec les plus jeunes. Donc on a travaillé avec des grandes sections jusqu'à CM2. Moi, je peux vous dire que les plus jeunes, ils sont très enthousiastes vis-à-vis des robots et des machines et qu'ils suivent ce que disent les machines. Donc on a quand même un travail énorme à faire, je pense, pour éduquer et éduquer de façon amusante sur ces sujets. Ça veut dire pas donner des leçons telles qu'on l'apprend comme ça, mais faire éclore de leur discussion des tensions éthiques, des problèmes, que ça vienne d'eux, et puis l'expérimenter, pas forcément devant des machines. Nous, ces capsules qu'on fait, c'est des petits films pour alerter qui sont un peu ludiques, avec des enfants qui parlent d'ailleurs, des enfants parlent aux enfants, et avec l'idée de faire des jeux dans la classe, qui sont des jeux avec des bouts de papier, avec des Legos, avec des petits bonshommes, enfin on a tout un équipage, ou des petits robots aussi, hein, mais qui sont assez bon marché, assez facile d'accès. Ça s'apparente un peu à ce que faisait la main à la pâte, si vous voulez. Et je pense qu'on est dans une transition où il faut accélérer la possibilité d'engager des réflexions auprès de tout ça. Je pense que les enseignants, du coup, peuvent prendre les capsules et c'est enfin, il y a toutes les capacités de comprendre de quoi il est question. Il n'y a pas besoin de beaucoup de travail en plus pour avoir la possibilité de parler de ces sujets. Je pense que c'est pas si compliqué que ça quand c'est bien fait. Après, je ne sais pas si on convaincra le monde de l'éducation que c'est bien fait, mais en tout cas, on fait ça bénévolement dans une fondation, en ayant récupéré de l'argent auprès de la fondation de la Maïf, par exemple, pour faire ça. On aimerait bien qu'il y ait un engagement plus profond pour nous aider à faire cela, ce qui prend du temps, du courage, et j'ai embarqué, moi, des élèves que j'avais en master de sociologie et d'informatique et de linguistique pour m'aider à faire ça. Je pense qu'on peut décupler ce genre d'initiative. Et après, comment donner accès à ces réseaux? Dans la Fondation Blaise Pascal, on a en fait un grand nombre de professeurs des écoles, du lycée, des collèges, qui sont des accompagnants de ces projets et qui vont être force de proposition de ces capsules auprès de leurs étudiants. Mais on pourrait généraliser mieux, et en tout cas... Oui, ça pose la question aussi de l'information et de la formation des enseignants. Ces classes, oui, bien sûr que ça porte expérimenté aussi, et il faut être agile sur ces sujets-là, et je pense que leur faire construire ce genre de capsule, encore une fois, ça serait intéressant. Voilà. Alors, ce qu'on doit essayer de faire, c'est, je trouve que ce que disait Eric Charbonnier était effectivement extrêmement pertinent. Il y a une chose qu'on évalue très peu dans notre système éducatif, c'est le programme. Peut-être qu'il est temps de commencer à se poser la question du programme. Est-ce que notre programme est encore en phase avec les problématiques des compétences qu'il faut qu'on arrive à développer chez nos élèves aujourd'hui? Parce que c'est aussi ça, l'enjeu d'une école du XXIe siècle, c'est qu'elle soit plus en phase finalement avec les compétences qu'on doit y développer. Donc il y a évidemment la question de la compréhension de l'IA, mais largement avant ça, il y a la compréhension des mécanismes qu'on engage dans les apprentissages. C'est un préalable à tout. C'est-à-dire que finalement, on a un système éducatif qui est construit à l'envers, dans lequel on rentre dans les apprentissages fondamentaux avant d'avoir appris les fondamentaux de l'apprentissage. Et on voit bien que c'est ça la difficulté qu'on a aujourd'hui. D'avoir une école aussi inégalitaire, elle se construit, comme tu le disais très bien, sur des inégalités qui sont déjà présentes dès la maternelle. 1200 mots dans le vocabulaire d'un enfant qui vient de milieu socio-favorisé, 525 dans celui qui vient d'un milieu social défavorisé. Et il y a évidemment un rapport aussi aux apprentissages. Donc la première chose, c'est effectivement d'enseigner de façon très explicite
l'ensemble des mécanismes qui sont engagés dans la situation d'apprentissage. Et ça, c'est ce qu'on fait avec Nathan. On a écrit toute une séquence pédagogique autour d'entraîner le cerveau à résister, qui permet de rentrer justement dans ces problématiques-là dès la petite section de maternelle. Et puis on a fait la même chose pour le cycle 2, le cycle 3. Et on continue aujourd'hui, effectivement, à essayer de promouvoir ça. Mais en n'oubliant pas, et ça, j'espère que la Fondation Blaise Pascal le fera, d'évaluer systématiquement ce que vous mettez en place. Parce que le problématique, c'est qu'il y a un certain nombre de mécanismes de médiation scientifique qui se mettent en place et il n'y a pas d'évaluation de ça. Et tout d'un coup, on se rend compte après 10 ans que, par exemple, la main à la pâte utilisait une pédagogie qui n'est pas forcément la pédagogie la plus pertinente pour entraîner du changement conceptuel. Donc c'est très bien les pédagogies de la découverte, sauf qu'en fait, si vous mettez les enfants dans une situation de conflit cognitif sans qu'ils aient un peu d'informations sur le concept scientifique, en fait, ça ne marche pas très bien. Et ça fait longtemps qu'on le sait. Donc, il y a quand même cet engagement finalement à se dire qu'il faut ouvrir l'école, il faut qu'elle soit beaucoup plus ouverte sur le monde, mais il faut que de l'innovation pédagogique naisse dans les classes et par le biais de la société civile qui rentre dans les classes, mais par contre il faut évaluer. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se permettre aujourd'hui de ne pas évaluer ces innovations pédagogiques qu'on essaye de mettre en place. Et qu'est-ce que ça produit en termes d'évaluation? Non pas, ce que disait très bien Eric Charbonnier, pas sur la question finalement du niveau, mais sur la question de la problématique qu'a notre école aujourd'hui, la réduction des inégalités éducatives. Tout le reste, c'est l'épaisseur du trait. C'est 1h30 de maths en terminale et en première. Franchement, c'est pas le problème. Le problème aujourd'hui, c'est la problématique de la réduction des inégalités. Bon, je passe sur la problématique du fait que les femmes ne sont pas suffisamment engagées dans les filières scientifiques. Je pense qu'on pourrait aussi prendre la problématique à l'inverse, de se poser pourquoi les hommes ne vont pas suffisamment dans les filières sciences humaines et sociales. C'est une autre façon de regarder le problème. Mais c'est une façon de regarder le problème peut-être de façon un peu plus globale sur ces questions-là. Donc je pense qu'effectivement, on peut mettre en place plein de choses de ce point de vue-là. On a besoin, dans ce contexte-là, de travailler avec des enseignants, parce que je rappelle que nous, en tant que chercheurs sur ces domaines-là, on n'est pas des spécialistes de la pédagogie. Moi, je ne sais pas construire une séquence pédagogique. J'ai fondamentalement besoin de l'expertise des enseignants pour pouvoir faire ça. Et c'est pour ça qu'on travaille notamment avec Nathan et avec les auteurs de chez Nathan, parce que précisément, on bénéficie de cette expertise et on peut co-construire à ce moment-là finalement une éducation ou des démarches pédagogiques qui sont informées par un certain nombre de données qu'on peut produire dans ces laboratoires. En tout cas, il y a des outils qui existent déjà. Maintenant, la question, c'est les introduire un peu plus dans les classes pour expérimenter, suivre, accompagner et avoir un retour. Et la question de l'implémentation. Voilà. Parce que c'est très bien, des fois ça marche très bien quand vous l'avez fait à petite échelle, et puis tout d'un coup, quand vous essayez d'implémenter à très grande échelle, ça fonctionne beaucoup moins bien. Et donc il y a toute cette question aussi des sciences de l'implémentation. Comment on implémente? Comment on fait pour que ça fonctionne? Comment on pense effectivement? C'est ce que vous disiez. La formation des enseignants. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que Eric le disait aussi, il y a un problème sur la formation initiale des enseignants, mais il y a aussi un problème quand tout d'un coup il y a une réforme, on fait la réforme du plan mathématique, la réforme du plan français, mais comment on fait effectivement pour que ça aille toucher, alors c'est l'idée des constellations par exemple, mais comment on va toucher en termes de formation continue l'ensemble des enseignants pour que ça ait l'effet escompté. Et ça, il faut aussi l'évaluer. Voilà, c'est difficile. Tout à fait. Alors, j'ai l'impression que le ministre ne va pas tarder à arriver, donc je voudrais enchaîner sur une autre question. Vous avez parlé de co-créer, co-apprendre avec les machines, potentiellement. Donc, c'est peut-être à l'avenir ce qui va se produire dans les classes. Donc, quel regard vous portez, vous, sur l'introduction de l'IA dans les classes, sous la forme soit de robots, de chatbots, et est-ce que ça pourrait compléter efficacement le travail d'un enseignant, ou est-ce qu'il faut s'en inquiéter parce que ça prendrait la place de l'enseignant? Alors qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que tant qu'on ne sera pas plus formé à ces outils, il faut faire attention, il faut être prudent sur l'utilisation dans les classes. Moi, la Fondation Blaise Pascal, elle n'a pas vocation à remplacer les enseignants. Je crois qu'on s'est mal compris tout à l'heure. Il s'agit de faire prendre conscience de domaines et de pouvoir évaluer. Et donc, on fait aussi de la recherche sur comment on peut évaluer bien fondé, d'avoir telle ou telle démarche en dehors de l'école pour pousser à comprendre qu'il y a des règles éthiques qu'il faudrait mettre en place, que les enfants doivent avoir un regard critique aussi sur ce qu'ils font avec ces outils numériques. Et je pense qu'on est loin de remplacer les enseignants. Faut arrêter, là, c'est du fantasme.
Bien entendu que si vous regardez même les MOOC, les gens disaient « Ah là, on va faire des MOOC et ça va bien marcher, il n'y a plus besoin d'enseignants, on réduit. » Regardez un peu ce que ça donne comme résultat. Là, ça a été évalué, je crois. Ça ne marche pas très bien. Donc l'expérimentation par soi-même, la discussion, le débat, la prise de conscience, je pense qu'il faut considérer les enfants non pas comme des acteurs qui reçoivent, mais des acteurs qui co-créent. C'est ça que je voulais faire passer comme information. C'est-à-dire qu'on parle des machines, mais c'est les enfants aussi. Hein. Et cette idée d'apprendre aux enfants à bien utiliser ces machines, et c'est aussi la même idée. C'est-à-dire que l'enseignant doit apprendre à bien utiliser ces machines pour aller plus loin. J'ai un projet avec des Japonais en ce moment sur ce sujet. Comment la machine va nous aider à apprendre des choses en plus, qu'on pourra nous traduire humainement pour des enfants sur autre chose. Donc c'est vraiment des passages de conception qui sont différentes sur la perception. On sait très bien que les machines peuvent nous apporter, puisqu'elles perçoivent différemment de nous. Elles agrègent des nombres incalculables de données qu'on ne peut pas agréger. Donc il faut respecter le fait que ça peut être utile, et je pense arriver à comprendre quand ça l'est ou pas. Donc ça demande de s'emparer, d'apprivoiser tous ces outils et d'avoir quelques exemples pour vous donner des idées et d'aller vers plus de créativité. Ce que je pense va aussi permettre d'amplifier la tâche positivement, hein, la tâche des enseignants. Je pense ils pensent tous que c'est une charge en plus de travail, mais non, c'est une liberté en plus. Et je pense que c'est aussi un accès peut-être à un travail qui sera mieux rémunéré si on sait faire, si on sait créer ces outils pour l'éducation. On a quand même un boulevard économique aussi à travailler là-dessus. Hein. Donc c'est pas l'objectif de tout enseignant, mais je pense qu'il y a c'est en co-créant à plusieurs. Quand je dis co-créer avec une machine, c'est co-créer avec la machine et les enfants, et sûrement en pluridisciplinarité. Alors je ne sais pas comment on crée ça au sein d'une école, mais ce que j'ai entendu tout à l'heure, c'était qu'on manquait de coopération au sein même des équipes d'enseignants. Je pense que là, il y a une complémentarité à trouver, que, je sais pas, l'enseignant français s'intéresse aux mathématiques et fasse des projets autour de l'IA là-dessus, ça serait extrêmement utile. Peut-être rajouter juste deux, trois choses. Je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit. La première chose, c'est que quand on regarde un peu ce que produit finalement les interactions homme-machine, on voit qu'on apprend quand même toujours mieux quand on est dans des interactions sociales réelles. Donc l'enjeu de dire que tout d'un coup le numérique va remplacer l'enseignant, ça n'a pas de sens. Enfin, personne ne pense ça. Par contre, effectivement, l'idée qu'on peut réussir à faire de la différenciation pédagogique quand c'est pertinent à base de numérique et de numérique qui impliquerait de l'IA, pour avoir des personnalisations de parcours, par exemple, et ainsi de suite. Là, c'est pertinent. On voit bien qu'effectivement, ça peut être pertinent. Maintenant, ça peut être pertinent, mais il faut l'évaluer. C'est-à-dire qu'on revient finalement à cette question de l'évaluation. Il n'est absolument pas acceptable que tout d'un coup, des enseignants aillent utiliser des outils numériques qui prennent du temps d'interaction sociale réelle si ces outils numériques ne produisent pas plus d'apprentissage que celui qu'on pourrait produire dans l'interaction réelle. Et donc ça nécessite effectivement d'avoir le même type de démarche, je disais ça hier dans une table ronde, les mêmes types de démarches que quand on évalue un médicament. C'est-à-dire qu'on ait la même rigueur, qu'on essaye d'évaluer qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, en fonction du contexte. Parce que souvent, c'est des outils qui ont pu être testés dans d'autres systèmes éducatifs, et on sait que nos systèmes éducatifs, ils sont aussi très empreints de la culture dans laquelle nous sommes. C'est pour ça qu'on ne peut pas importer un système éducatif dans un autre système éducatif, et que par exemple, il y a un certain nombre de jeux qui semblent très bien fonctionner dans certains systèmes éducatifs, de jeux ou d'activités ludo-éducatives numériques X ou Y, et que quand vous les importez dans le système français par exemple, ben, ça ne marche pas forcément. Donc on a besoin à chaque fois de faire cette évaluation-là. Et puis je reviendrai sur ce qui a été dit, cette idée effectivement qu'il y a peut-être aussi un enjeu d'ouvrir un espace sur l'éducation, pas simplement par le numérique, mais au numérique. C'est ce que vous faites. C'est-à-dire que le véritable enjeu, c'est un moment de se dire que ces outils-là, ils sont là, et que si l'école n'est pas aussi le lieu où on apprend à l'utilisation et la compréhension de ces outils-là, on rate nécessairement quelque chose. C'est même la première étape. Oui, c'est même la première étape, on est entièrement d'accord. Effectivement, alors après, je ne suis pas très surpris qu'ils aient plus confiance dans la machine. Parce qu'en fait, même pour un adulte, il a plus confiance dans l'algorithme, il pense que l'algorithme prend des décisions. Je suis d'accord, mais il pense qu'il prend des décisions plus objectives qu'un être humain. Oui, mais là, c'est une erreur fondamentale.
60%, je suis d'accord, les gens pensent ça, mais il faut déconstruire cette fausse idée, quoi. Voilà. C'est l'école qui peut être un bon lieu pour le faire, en expliquant, en montrant. Et c'est pas du tout de la pédagogie pour apprendre les mathématiques ou le français, c'est apprendre finalement comment la science peut aider à mieux comprendre l'environnement dans lequel on vit et utiliser ces technologies. C'est à mon avis très utile pour montrer les problèmes de perception, de biais et de finalement fausses bonnes idées qu'on peut avoir pour remettre un peu de stabilité et pour que les enfants aient confiance. Et leurs parents aussi. Oui, mais vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de fantasmes. Il y a beaucoup de fantasmes autour de l'IA, autour des neurosciences et de craintes. Et le milieu enseignant est parfois rejette un petit peu les propositions de peur que ça prenne la place d'eux ou tous les dangers qui peuvent auxquels sont exposés les élèves. Enfin, il y a des fantasmes à lever. Et c'est pour ça que je parlais non seulement de formation, mais d'information aussi, tout simplement, cette prise de des conscience. enseignants. Vous avez tout à fait raison et je pense que les enfants utilisent sans doute plus que leurs professeurs de temps en temps les outils numériques, mais pour faire des jeux, pour faire du réseau social, etc. Et on a besoin de les aider. Les enfants ont besoin d'aide en ce moment pour appréhender mieux ces mondes, parce qu'il y a une invisibilité dans ces mondes qui est terrible, et démystifier, ça va les intéresser. Et deux, c'est à mon avis une façon de faire passer pas mal de notions autour de ça qui ne sont pas des notions qu'on a l'habitude d'apprendre à l'école et qui sont sans doute de l'ordre de la civilité, du bien commun, du construire ensemble, du sens commun, donc qui rejoint un peu l'idée de démocratie aussi dont on parlait tout à l'heure et de valeurs laïques. Ouais, tout à fait. Alors là, pour revenir à l'IA précisément, où on a évoqué les dangers par les biais sociaux, les nudges, est-ce qu'on pourrait se servir aussi de l'IA pour finalement apprendre à contrôler ce qui pourrait diffuser ou faire assimiler des fake news, ou est-ce que l'IA serait capable finalement de mettre à disposition des outils auprès de nos élèves pour filtrer les informations Mais c'est quand même des outils d'IA, donc ils ne répondent pas à 100% aux problèmes. Donc ils font aussi des erreurs. Et sur l'IA, par exemple, sur sa capacité à détecter des fake news, aujourd'hui, on est sur des taux qui sont à 70 à 80%. Est-ce que vous acceptez qu'un système laisse passer 20% d'informations? Surtout que ça veut dire que si vous avez un système comme ça, les gens, ils sont pas, je veux dire, nous, en tant qu'êtres humains, si on se dit qu'on a un système qui fait le travail pour nous, à ce moment-là, on se décharge. Mais non, c'est ça qu'il faut apprendre. Je suis d'accord avec vous. Responsabilité. Responsabilité, tout à fait. Des gens, enfin, de tout un chacun qui utilise ces outils. L'outil n'a pas la science infuse. Il va produire quelque chose. Est-ce que ça nous aide ou pas? Il faut comprendre quand ça nous aide ou quand ça nous aide pas. Mais c'est la même chose pour le médecin, le radio. Bien sûr. En radiologie, ils vont utiliser des choses sur le cancer pour détecter des formes de maladies. Dans tous les métiers, que ce soit enseignement, santé ou autre, il faut apprendre. L'outil ne sort pas de l'usine terminée. Il a un certain potentiel, on peut continuer à lui faire apprendre des choses, on peut donc l'améliorer, et surtout, il faut apprendre à l'utiliser. Quand est-ce qu'on fait confiance, quand est-ce qu'on ne fait pas confiance? Il faut générer des possibilités aussi de le tester sur les frontières, les benchmarks, ce qu'on appelle les benchmarks. L'évaluation, elle n'est pas une fois, elle doit être en continu. Ça veut dire qu'il faut apprendre à manipuler ces outils, à comprendre quand ils font des erreurs, et de toute façon, on en passera, il n'y a rien qui fait zéro risque. Donc il faut apprendre à discuter autour de cette façon de voir les choses. Le risque zéro n'existe pas. Je pense qu'il faut apprendre à douter et les enfants seront d'autant plus intéressés qu'il y aura cette part de raisonnement autour. Il reste humain. Et j'ajouterais quand même que si vous outsourcez d'une certaine manière votre libre arbitre à une IA... Outsourcer, tu peux... si vous considérez que c'est une IA produite par qui déjà? Est-ce que vous acceptez de finalement donner ou d'accorder votre libre arbitre ou votre possibilité de libre arbitre à, par exemple, une entreprise privée? Moi, non. Sur les fake news, quand même, on peut les utiliser, mais il faut en utiliser plusieurs en parallèle et regarder comment elles opèrent. Ça, Et là, on va gagner en compréhension de ce que savent faire ces systèmes. Vous en prenez un de Microsoft, un de Google, un fait par, je sais pas, un chercheur. Vous mettez tout ça en parallèle et vous regardez ce que ça donne. Et c'est de cette confrontation du multiple vu qu'on va apprendre à mieux manipuler ces outils, pour moi. Merci beaucoup. Merci.